Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance. Aujourd'hui, un direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord sur RLP, à Coulommiers-Chamiers, près de Périgueux. Un direct donc avec Morgane et normalement Toumani Nimaga, éducateur spécialisé, diplômé d'État, qui est en train de finaliser ses réglages techniques, mais Oui, qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Toumani, tu nous entends? oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Il vous? ne nous entend pas encore, mais Ah, il est parmi nous. vous m'entendez? Vous, Aujourd'hui, nous allons parler protection de l'enfance. Protection de l'enfance, qu'est-ce que la protection de l'enfance? D'où vient-elle? En quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce donc que l'ordonnance de 1948 d'après-guerre qui a instauré ces problématiques, ces procédures d'aller protéger les enfants lorsqu'ils étaient en danger de manière visible et évidente, hein? Au départ, c'était une ordonnance qui demandait une ingérence d'État dans des circonstances absolument exceptionnelles. C'était le débat d'origine. On demandera aussi à Toumani de nous présenter son parcours avec sa spécificité, sachant Mhm. que lui s'est mis éducateur en libéral. Alors c'est intéressant, j'en ai interviewé déjà quelques-uns ici dans le cadre de l'émission. Éducateur spécialisé en libéral, pourquoi? Bien souvent, c'est pour ne plus dépendre de sa hiérarchie, d'être libre, et surtout pour compenser en fait les retards, les temps de traitement des services nationaux, en fait, hein, les services publics qui parfois mettent, enfin, il n'y a pas de disponibilité immédiate, donc voir quelqu'un en libéral, c'est quelqu'un qui est disponible plus rapidement. Toumani, tu prends la parole quand ça marche, hein. Tu me fais passer, tu Est-ce que fais tu le m'entends? bonjour, pour que je sache que tu es du son, Bonjour. le moment où tu peux le faire. Voilà. Bon. Nous parlerons, nous regarderons aussi, nous envisagerons les dérives de l'aide sociale à l'enfance, et puis nous regarderons aussi effectivement comment est-ce que la population réagit par J'ai la rapport à ça, mais caméra et également le comment les micro gens qui ne qui marche sont à pas pour l'intérieur, un parce que entretien. Est-ce que tu peux m'expliquer tout pourquoi la travailleur caméra ne marche social, pas? bien souvent, on est en fin de ligne, on est après le travail effectué par l'administratif, après des assistantes sociales, des attachés, ce genre de choses, et bien souvent, le monde de l'éducatif, des psychologues, enfin, des véritables professionnels de terrain, a une réalité qui est extrêmement éloignée comment dirais-je, de la vision idéalisée des politiciens et des administratifs. Bon. Est-ce que tu as pu faire tes petits réglages? Non, toujours pas. Alors, est-ce que tu m'entends? D'accord. Morgane, prends le micro. Est-ce que tu peux parler, Est-ce que, Morgane? Allô? est-ce que vous Est-ce m'entendez? que Morgane peut parler, prendre le micro? Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro? Oui, Parce que je suis tout oui, seul. Je bonsoir suis tout Stéphane, seul dans bonsoir tout mon le monde. studio, là. Euh, Il n'y a plus Est-ce personne. que vous, est-ce que vous on t'entend m'entendez? là. Est-ce que tu nous Ah, entends? attends, c'est bon. C'est Toumani est bon. venu. Bonjour. Toumani, tu vas Ah, bien? oui, oui, ça va. C'était juste pour savoir est-ce que vous m'entendez parce que là, l'histoire de la caméra, j'ai toujours pas pu régler. Et mon Bon, fils, là, il essaye de me répondre, mais bon, pour l'instant, il y a le c'est son pas au grave, moins. de toute façon. De toute façon, D'accord. nous sommes à la radio, déjà. Mhm. Donc, l'important, c'est effectivement le son. Je t'ai un petit peu présenté. Est-ce que tu pourrais continuer à dire qui tu es, d'où tu parles? Qui es-tu, en fait, Toumani? Ben, je suis un papa de 53 ans. J'ai 5 enfants. Ça, c'est pour vite fait ma situation, on Mhm. va dire, sociale. Et après, professionnellement, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce qu'on appelle l'éducation Spécialisé. spécialisée. D'accord. OK. Oui. Alors, j'ai Allô? travaillé, par exemple, comme des fois, ou ce qu'on appelle des lieux de vie aussi, des familles d'accueil, des associations qui présentaient des projets de prise en charge assez, on va dire, spécifiques, étaient expérimentales aussi. J'ai Mhm. travaillé aussi pour la protection judiciaire de la jeunesse, notamment en centre éducatif renforcé et centre éducatif fermé. Mais là, ça s'adresse plutôt à des jeunes qui apparaissent non pas sur les radars de l'ASE, mais sur ceux de la justice. Donc, c'est des gamins D'accord. qui ont commis des délits, qui sont passés devant un juge et qui ont été sanctionnés, et certains même en prison, puisqu'il existe des établissements pénitentiaires pour mineurs. Et j'ai travaillé aussi donc en établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est-à-dire prison pour mineurs, notamment à Lavore dans le Tarn.
Et j'ai aussi travaillé avec les enfants qui sont sous la tutelle de la MDPH, c'est-à-dire des enfants qui sont reconnus comme handicapés avec des troubles du comportement. Alors l'handicap, ça va du trouble des caractères et du comportement, et ça peut aller jusqu'à des handicaps physiques lourds, mais des enfants qui étaient accueillis en IME et en ITEP. Hein, certains en internat, hein, c'est-à-dire qu'on les recevait le lundi et ils repartaient le vendredi pour le week-end chez leurs parents, et d'autres qui étaient accueillis en journée, c'est-à-dire de 8h30 le matin à 17h30 le soir. Voilà, D'accord. voilà. Donc, tu es un professionnel aguerri avec plusieurs dizaines d'années d'expérience et tu as aussi une expérience individuelle. Quand on a 5 enfants, c'est pas anodin, tu vois. D'ailleurs, moi, je dis qu'il faut être parent pour savoir ce que veut dire et ce que signifie l'âge tendre, par exemple. Ça, tu ne le sais que lorsque tu as pu avoir, et que tes enfants ont été dans l'âge tendre et l'ont quitté ensuite. Tu ne comprends la signification de ce mot-là que lorsque tu as été parent. Voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui se reconnaîtra il n'y a pas très très longtemps. On se connaît, nous, depuis 2018, parce que tu as fait partie aussi des opérations d'équité parentale, de ce genre de choses. Oui, aussi. Ça, c'est mais ça, c'est plutôt, alors là, c'est pas dans le registre professionnel. Non, tu es aussi un militant. Tu es une personne engagée, tu es un militant pour essayer d'améliorer ce que tu peux améliorer, essayer de faire une différence, comme on dirait en anglaise. Oui, à ce titre, en tant que bénévole, comme tu viens de le rappeler, j'ai été à un moment donné sollicité par Équité parentale, notamment parce qu'on s'était fait remarquer avec SOS Papa dans le sud du Tarn, notamment lorsque nous avions été sollicités par Raphaël Delpar, qui avait écrit un livre sur le combat des pères. Et c'était Raphaël Delpar qui nous apporte notre soutien, qui réalisera un documentaire dans quelques semaines. Grand bonhomme, et que nous avons reçu ici à Castres d'ailleurs pendant un week-end. Il était venu présenter son livre à une librairie. Il est passé à la radio aussi. Oui, mais là, on avait carrément sur Castres, avec le concours d'une librairie, et on l'avait accueilli, il avait présenté son livre, et il y avait eu un échange, un débat, en plus avec des personnes qui étaient venues. Et entre autres, parce qu'après, il y a maintenant aussi l'association Démocratie Participative Castraise qu'on a montée avec des amis ici sur place. Enfin bref, voilà. Donc tu es le plusieurs président. casquettes. Voilà, tout à fait. Voilà. Ok. Bon, RLP 20h07, 20h08, Toumani Maga. L'ASE, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ASE, déjà, le sigle ASE signifie Aide sociale à l'enfance. Et c'est une institution qui relève du conseil départemental, en fait. Depuis la décentralisation, c'est-à-dire le milieu des années 90, à partir du moment où a été annulé, enfin éliminé, c'est plutôt le mot employé. Peut-être que pour les plus âgés, pour nous, ceux de notre génération, peut-être pas les plus jeunes, mais pour nous, de notre génération, la DAS, ce sont des sigles qui nous parlent. C'était la direction départementale de l'assistance sanitaire et sociale. Et donc, il y avait donc un ministère d'assistance sanitaire et sociale. Donc, quand celui-ci a été démantelé, la responsabilité d'accueillir et de faire le travail que réalisait ce ministère a été dévolue au département, et un peu par la force, sans vraiment le préparer à l'avance. Voilà, donc ça a été confié au département. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordonnance de 48 mettait en place une administration nationale au départ. Voilà. C'était une responsabilité nationale avec ce ministère. Ce ministère qui avait son siège à Paris avait ensuite ses délégations départementales et régionales, un peu comme la PJJ. Hein. Il y a la direction nationale, et après il y a la direction régionale, et les départements avec chacun leur direction départementale. Voilà. Pour faire comprendre vite fait, si demain la justice était décentralisée aux conseils aux conseils départementaux, il se passerait exactement la même chose. Je ne sais pas comment ils le nommeraient, mais la justice ne serait plus une responsabilité de l'État avec un ministère, mais à chaque département de France de le gérer en fonction de ses moyens, de ses capacités et évidemment de la politique qu'il a déjà préparée à cet effet. C'est ce qui est arrivé avec la DAS. C'est pas comme si la loi est appliquée de la même manière dans chaque institution et chaque juridiction, n'est-ce pas? Bon, donc au départ, c'était ça. Et donc, cette décentralisation, le fait qu'il n'y ait pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Et en fait, quelles en sont devenues les dérives de cette bonne intention initiale? Alors, le bon sentiment au départ, c'est qu'on a donné la responsabilité à chaque département de gérer cela, mais chaque département n'est pas
égale face aux problèmes que représente l'accompagnement des familles en difficulté, et notamment celles qui manifestent, parce qu'il y a des familles qui ne manifestent pas et qui passent sous les radars, mais là on parle des familles qui le manifestent, que ce soit les parents ou les gamins par leur comportement, et qui se retrouvent par la force des choses devant un juge des enfants. Alors quand le juge des enfants aujourd'hui prend la décision sur la demande de la cellule d'information préoccupante, qui est sous la responsabilité du département, celui-ci, le juge, se fie souvent aux services sociaux de l'ASE, puisque ce sont les seuls habilités à faire des rapports ou à donner des orientations au juge. Donc souvent, lorsqu'il préconise un placement, par exemple, le juge va prononcer une ordonnance de placement provisoire, ce qu'on appelle une Alors, OPP. petite parenthèse au départ, ce ne sont pas des professionnels de l'enfance qui interviennent et qui font Non. ce sont des administratifs, ce sont des assistantes sociales, ce sont des fonctionnaires territoriaux qui passent un concours et qui intègrent la fonction territoriale. Mais le problème de la fonction... Ce ne sont pas des éducants, ce ne sont pas des gens qui ont connaissance d'accord. C'est eux qui envoient ça au juge et qui disent... D'accord, voilà, c'est important de le dire quand même. Oui, mais non, mais je le souligne, mais j'allais l'expliquer. Oui, mais j'en profite si tu veux. Oui, non, mais tu fais bien. C'est que malheureusement, parfois, bon, ces fonctionnaires intègrent la fonction donc territoriale de l'ASE suite à un concours dont les portes leur ont été ouvertes soit par un diplôme d'éducateur spécialisé pour ceux qui deviennent éducateurs spécialisés du département, notamment l'ASE, les équipes de l'ASE et éducateurs référents, ou un concours de ce qu'on appelle conseillère économique et sociale ou d'assistante sociale. Voilà. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont pas expérimenté, ce sont comme on dit, des diplômés tout frais. Et très peu ont expérimenté déjà et pratiqué et travaillé dans ces milieux-là. Donc ils arrivent sur début d'expérience et certains n'ont même jamais eu d'enfant encore. Et certains, non, c'est ce que j'allais te dire. Certains, et même beaucoup, n'ont jamais expérimenté même la paternité ou la maternité dans le cadre personnel. Donc c'est des jeunes tout frais mollus, diplômés qui arrivent et surtout avec le savoir accumulé en théorie. Mais après, en pratique, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. Et en plus, ils sont sous la hiérarchie de laquelle ils dépendent, c'est-à-dire ils ont un chef de service qui elle-même est rattaché à un directeur, qui elle-même un directeur de zone, qui elle-même est rattaché à une direction départementale. Voilà, donc c'est eux sont des purs administratifs qui ont passé des concours d'attachés, des cadres A. Eux, c'est des cadres A qui ont leurs ambitions politiques et leurs envies. Et c'est là que la vision idéalisée, parfaite, a lieu et parfois une certaine déconnexion. Idéalisée, mais surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'elle est surtout en déconnexion totale avec la réalité des familles et la réalité des enfants. Et qui plus est, d'un département à l'autre, on n'est pas les familles en difficulté ne sont pas à égalité. Il y a des départements qui ont très peu de moyens. Je parle de départements ruraux, par exemple. Qui se retrouvaient déjà avec pas trop de moyens, ni on va dire un schéma. Pourtant, tout le monde, par la loi, chaque département, même s'ils sont 100, ils doivent avoir le même schéma départemental, c'est-à-dire les mêmes règles de fonctionnement. On implique les familles dans la création du PPE, c'est-à-dire le projet pour enfants. On y implique en thèse les difficultés, en antithèse les objectifs qui sont fixés et à travailler, et en synthèse les objectifs que fixe le juge de ce moment où est prononcé l'OPP jusqu'au nouveau passage devant le juge pour savoir si cette mesure va être levée ou s'il y a nécessité de continuer à la prolonger 9 mois supplémentaires. Voilà. Donc effectivement, cette ordonnance 48 qui dit que les enfants qui sont élevés par des personnes qui sont indigentes, qui n'ont pas à manger, dont les besoins fondamentaux ne sont pas révolus, qui sont en train de manger dans la rue, qui sont mal habillés ou qui ne sont pas aimés, qui sont tabassés. Au départ, c'était ça. On va dire qu'ils sont victimes de maltraitance avérée ou qui ont été signalées. Vraiment très importante qui justifie qu'on aille dans des environnements qui ne sont pas formidables, il faut le dire. On sait, tout ce qu'on entend un petit peu sur l'ASE, sur la DAS et autres. Malheureusement, il se trouve que parfois, pas tout le temps, mais parfois, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'on prend les risques, on met des enfants, parce que là où ils sont, c'est encore pire que ça, en fait. Mais la logique au départ, c'est celle-là, quand même. Oui, mais là, on parle de la théorie. Là, pour l'instant, en théorie, c'est comme ça. En théorie, ça s'adresse. En théorie, ça s'adresse à des enfants qui sont vraiment en situation de maltraitance. Et d'ailleurs, quand ça se déroule selon la théorie, la pratique est toujours justifiée et la plupart du temps, elle se passe bien. Mais le problème, et c'est ça l'un des principaux dysfonctionnements actuels des LASE, c'est que moi,
ça aurait été intéressant que d'autres collègues en parlent, et notamment ceux qui ont l'habitude de travailler avec l'ASE, c'est que malheureusement, on s'aperçoit que cette notion de protection a été dévoyée, et qu'aujourd'hui, beaucoup de familles et d'enfants se retrouvent avec une information préoccupante et une convocation devant un juge sur la base d'accusations qui sont fallacieuses et qui ne sont pas du tout basées sur une vraie maltraitance ou une vraie défaillance parentale. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'on retire ces enfants d'une famille où il y a un cadre qui est posé, où la plupart des besoins de base sont assurés. L'enfant va à l'école, l'enfant est soigné, l'enfant n'est pas déscolarisé, mais on apprend, par exemple, dans un rapport de l'ASE, que les parents seraient trop cadrants. Ils seraient trop rigides. Ils auraient à la maison. Pour un tiers d'entre eux, il y a un conflit parental, une séparation qui se passe. Maître Hamas vous expliquait qu'un tiers des placements, c'est les parents qui se disputent. C'est ce que j'allais te dire. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, depuis quelques années, l'excuse fourre-tout, c'est le conflit parental. Voilà, ils mettent devant conflit parental, et le conflit parental devient un motif de placement. Alors que non, pas du tout. Le conflit parental engage les parents. Il n'engage pas les enfants. Et le conflit parental apparaît lorsque les parents divorcent ou se séparent. Donc, ce sont les parents qui se séparent, ce ne sont pas les enfants qui se séparent. Nous, on dit ici, je l'ai entendu plusieurs fois, si tu veux faire une crasse à ton voisin ou quelqu'un que tu n'aimes pas, tu fais une information préoccupante en disant « il paraît que », et il y a très grande chance qu'il y ait beaucoup de problèmes qui se passent ensuite. Et il est là le souci et le paradoxe. Le paradoxe, c'est que là, les services sociaux vont intervenir, vont venir prendre comme excuse le conflit parental qui serait la cause du mal-être des enfants, etc. Alors que les enfants, ils continuent à aller à l'école, ils n'apparaissent pas sur les radars de la justice. Quand ils peuvent même maintenir les liens avec les deux parents. Donc, il n'y a que les parents qui, même parfois, certains, et ça, quand je fais de la médiation familiale, c'est ce que j'essaye avec difficulté de faire comprendre à deux parents en conflit. Les enfants ne sont pas un enjeu. Les enfants ne sont pas non plus un outil qu'on utilise ou qu'on aliène ou qu'on essaye de monter contre l'autre pour gagner la bataille. Parce que là, oui, vraiment, l'enfant à l'entrée des bureaux déjà. Ça. On divorce pas de ses enfants, on divorce du parent. Voilà, l'enfant. Donc, et moi, j'ai des parents, des fois, ils réagissent à ce moment-là parce que je leur dis, parce que faites attention, vous courez le risque que cette guerre que vous êtes en train de vous mener soit utilisée par les services sociaux comme excuse. Et là, c'est tous les deux qu'allez vous retrouver sans les enfants. Et à partir du moment où vous allez vous retrouver sans les enfants, ça va être très, très, très compliqué de les récupérer. Et souvent, les parents sont incrédules. Alors, effectivement, il y a un tiers, ce sont des conflits parentaux. Le deuxième tiers, ce sont des femmes battues. Comme disait Maître Hamas, c'est la double punition. Non seulement elles ont pris des coups, mais en plus, comme l'enfant n'aurait pas été protégé, lui, il est placé aussi. Il y a les handicapés. Mais surtout, le problème qu'on a, c'est qu'on a des politiques qui disent que des instructions de l'Europe aussi, qui disent qu'il faut absolument protéger les enfants. Ils ont raison d'ailleurs de protéger les enfants contre l'inceste, contre les violences et autres. Donc on a des jeunes qui sont assez peu formés, qui vont aller au moindre signal, à la moindre information, aller remplir des papiers. Et puis il faut le savoir, en fait, ils viennent chez vous durant 1 heure, 1h30. C'est assez court en fait. L'impartialité n'est pas tellement faite. On ne verra jamais un procureur aujourd'hui dans l'ambiance politique actuelle refuser une IP. Donc en fait, ça se termine au juge des enfants. Et le juge des enfants va se baser à 95% sur le rapport qui lui vient des services sociaux. Et à ce moment-là, l'enfant va arriver au niveau des vrais professionnels. Et là, les vrais professionnels, ils vont commencer à halluciner. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau des vrais professionnels? C'est dans quel état, en fait, la réception des enfants là en bas là? Alors déjà, il y a le souci de la manière dont se déroule justement le retrait des enfants au domicile parental pour être confiés ensuite aux services sociaux de l'ASE. Parce qu'on soit bien clair, normalement ça se passe en audience, même quand il y a un signalement classique. Normalement, la cellule d'information préoccupante, elle saisit le juge des enfants en lui signalant, voilà, on nous a alerté sur une potentielle situation concernant des gamins en danger. Donc à ce moment-là, le juge des enfants convoque les parents dans son bureau. Il donne une date d'audience où les parents sont conviés avec les enfants. Et à ce moment-là, cette audience, ce débat qui va avoir lieu, est considéré, est à la base contradictoire. C'est-à-dire que déjà, c'est des gens qui vous parlent mal et qui vous convoquent d'entrée. C'est comme ça. Voilà. Déjà, oui, non, mais vous êtes convoqué, mais bon, encore, au moment où vous vous retrouvez devant la porte, souvent, entre le moment où vous vous retrouvez à la convocation et le moment où vous avez reçu la lettre
qui vous signale que vous apparaissez maintenant officiellement sur les radars de la justice des mineurs et que vous allez devoir venir, enfin du juge des enfants, et que vous allez devoir venir vous expliquer devant ce juge parce qu'il y a un risque qu'on vous retire les enfants. Normalement, il y a un délai de 4 à 6 semaines qui se déroule. Donc, normalement, pendant ce délai de 4 à 6 semaines, souvent les parents se retournent vers un avocat puisqu'ils sont un peu dépassés. Je parle bien des parents qui ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver parce que pour eux, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de maltraitance. On parle de conflit parental. Oui, oui. La société a encore l'image de la version on va sauver les enfants et si jamais on intervient, c'est qu'il y a une raison. On a encore cette image d'Épinal, de moins en moins, hein, mais elle est encore très présente. Donc les gens souvent, ils sont incrédules. Ils vont se rendre compte, ils vont voir. Voilà, mais souvent les gens, mais moi je ne peux pas en vouloir aux gens, des fois, d'être incrédules quand ils entendent ça, avec l'image qu'ils se font de ces services. Mais on idéalise. Comme on idéalise la justice, mais bon, entre l'idéalisation de la justice qu'on se fait et la réalité de la justice quand on y a affaire, bon, je pense qu'il y a un océan qui sépare, voilà, ces deux sentiments. De plus en plus, oui, de plus en plus. Voilà. Et là, il s'agit de parents donc qui, normalement, en théorie, ont donc le droit de solliciter un avocat qui va pouvoir venir les accompagner et préparer la défense des parents durant le débat contradictoire sur la base d'un rapport qui doit être communiqué à la famille. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, souvent, quand les parents se retrouvent 10 minutes avant de rentrer dans le bureau du juge, c'est là que la partie adverse, c'est-à-dire les services sociaux, font transmettre à l'avocat le rapport qu'elles vont utiliser maintenant dans un quart d'heure avec le juge et sur la base duquel elles vont demander le placement des gamins. Et encore, moi j'ai des témoignages qui disent qu'au bout de plusieurs années, ils n'ont jamais réussi à avoir les rapports. Ben ça déjà c'est une défaillance et rien que pour ça je ne comprends pas parce que rien que pour ça il pourrait y avoir vice de procédure et donc un juge il devrait casser la décision prise d'un juge dans ces conditions-là. La famille n'a pas eu ses droits. Non, mais là, c'est un autre problème parce que normalement, c'est pas un juge des enfants qui va se désavouer lui-même. Donc, normalement, il devrait y avoir un autre. Le juge des enfants, il désavoue jamais, effectivement, parce qu'il est 22 là. Et puis, on recreusera tous ces thèmes-là après, ensuite, sur Facebook. Oui, parce que là, tu vois, à 29, 30, on est obligé de rendre l'antenne, donc on le recreusera ensuite. Là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des abus de pouvoir qui se mettent en place, des dérives, des machines un petit peu folles. Parce qu'il nous reste 2 thèmes à aborder. C'est premièrement comment on se défend de ces gens qui sont censés défendre nos enfants. Mais ensuite, il faut qu'on parle aussi de la vie de ceux qui y travaillent, parce que c'est aussi une notion qui est importante, parce qu'ils sont critiqués de tous les côtés. Alors déjà, est-ce qu'on a des recours contre ces gens qui viennent nous voir parce que l'école a dit que l'enfant dormait, ou alors que votre ex-conjoint ou conjointe a dit que ci ou cela, ou que quelqu'un commence à... Tout est possible. On se défend de ça avant la prononciation de l'ordonnance de placement provisoire. Voilà, c'est donc avant. Et là, pour ça, normalement... c'est 1 an, c'est ça? Souvent, c'est une année scolaire. Voilà, ça de 9 à 12 mois. Ça peut aller de 9 à 12 mois. Et normalement, chaque fin de placement, c'est-à-dire tous les 9 mois ou les 12 mois, la famille, les services sociaux et les enfants concernés vont se retrouver devant le juge pour savoir si le juge, en fonction du rapport qui va être présenté par les services de l'ASE, la situation a évolué de façon positive, donc il peut procéder à une main levée et un retour des enfants à la maison. C'est ça le but d'une ordonnance. Ça s'appelle ordonnance de placement provisoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est prononcé, il y a toujours cette possibilité du retour des enfants à la maison. Parce que moi, une fois, ça m'est retrouvé devant le juge où je voyais dans un dossier où systématiquement, depuis 7 ans, la mesure était automatiquement reconduite comme un contrat de location. Donc moi, j'ai posé la question. Là, le gamin avait 11 ans, il en a 17. Dans 1 an, en fait, ça n'aura pas été une ordonnance de placement provisoire, ça aura été une ordonnance de placement permanente jusqu'à sa majorité. Et ce n'est pas ça, une ordonnance de placement provisoire. Voilà. Et l'ASE, donc, réalise un rapport et le juge, c'est ça le principal problème, c'est que le juge des enfants se fie à 200% au rapport de l'ASE. Alors, il y a une autorité qu'on peut aller voir, il y a un organisme de gestion, non, on peut porter plainte contre quelqu'un. Oui, mais après tous les chemins mènent au TGI, au procureur et au président du même tribunal. Donc j'ai rarement vu les 4 pages faites par des administratifs jeunes. Je n'ai jamais vu un procureur ou un président de TGI sollicité par une famille en conflit ouvert avec la décision d'un juge et des services sociaux intervenir et venir désavouer
la décision d'un juge. Donc, Ouais, ça il n'y a c'est aucun moyen. clairement, voilà, tout à fait. Aucun Quand on moyen. se plaint au directeur du département, celui-ci va dire Aucun la moyen. justice est indépendante, donc À y moins, compris à le moins, département. Voilà. à moins qu'on ait la chance d'avoir un avocat qui, lui, bon, ben, je vais pas. Un avocat qui fait bien son travail et qui arrive à faire prendre conscience aux juges et aux services sociaux que non, que la situation Alors doit ça évoluer. il faut le dire aussi, c'est que dans ce système qui se met en place et tout, on commence à dépenser de l'argent. Si on est solvable, on va donner beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Si Beaucoup on n'est pour pas rien. solvable, il se passe beaucoup pour pas grand-chose, voilà. Beaucoup Parce pour que rien. très clairement, un placement, c'est déjà 10, 15 000 balles de frais qui arrivent Oui, d'entrée oui. comme ça, hein. Ah oui. Voilà. Et le problème, c'est que l'ordonnance de placement, quand il s'agit de gamins qui sont placés en foyer et en MEX, il y a un autre enjeu qui apparaît et qui n'est pas écrit dans le rapport de l'ASE, c'est que l'enfant, dans la famille d'accueil où il est placé ou dans le foyer où il est passé, l'ASE, comme elle sous-traite cette décision qui est prise par la juge, c'est pas l'ASE elle-même qui accueille physiquement ses enfants dans des internats qu'elle a elle avec un Non, personnel ce estampillé et sont formé. des associations avec délégation de services d'État. Et des Voilà. associations à but non lucratif. Ça, c'est des Oui. associations loi 1901. Mais la réalité, c'est que ces structures, lorsqu'elles tombent sur des enfants qui sont placés là sur des motifs légers, mais qui s'avèrent être des gamins paisibles, des gamins qui vont à l'école, qui font leur sport, qui mettent jamais, je veux dire, l'équipe pédagogique en difficulté, tout ça, plutôt que de les renvoyer chez eux, dans la structure, on préfère les garder jusqu'à leur majorité parce que le département paye 5 000 € par enfant placé dans le foyer par mois. Et c'est oui, non, le département vous paye 5 000 € par mois pour un enfant qui est bien, qui se comporte bien. Pas pour un enfant. Des fois, qu'il y a des problèmes, qu'il n'y a pas de problème scolaire. Pas pour un enfant qui, quand on vous le présente, est déjà inscrit dans la déscolarisation, dans la délinquance ou qui même fugue. Parce qu'ici, il y a des structures dans le Tarn où il y a des gamines qui sont déclarées en fugue pendant 15 jours en fugue, déclarées absentes du foyer. Et c'est la police, sur une injonction d'un juge d'application des peines, qui les retrouve. Ne fuguez pas avant d'arriver au foyer. Non. Mais le fait d'être placé, ça leur a permis de fuguer et pour certaines de se retrouver derrière la gare Matapian. Très rapidement. Aujourd'hui, en 2023-2024, on a les structures pour s'occuper correctement des enfants que l'on reçoit en 30 secondes. Non. C'est un désastre, c'est des reportages qu'on voit à la télé, c'est vrai. C'est comme les prisons, il y a un problème de place. Parce qu'aujourd'hui apparaît un nouveau phénomène, les MNA, les mineurs non accompagnés. Ces adultes immigrés qui viennent d'autres horizons et qui, pour beaucoup, sont plus proches des 18-19 ans que des 12-13 ans. Donc, ces mineurs non accompagnés, reconnus pareil toujours par le juge des enfants comme un mineur, à partir de ce moment-là, même s'il est arrivé de façon illégale dans le département, il est pris en charge dans les mêmes structures. Moi, j'ai travaillé dans des structures où vous avez des petits gamins de 12 ans, retirés à leur famille sur des sujets faillacieux, qui se retrouvent à cohabiter avec des jeunes hommes qui arrivent de je ne sais quel horizon et qui sont là avec eux sous le même toit. Voilà. Et donc ça devient donc on met ensemble les enfants qui ont un trouble passager et autres, on renforce les familles et on mélange ensuite les vrais enfants à problème, les vrais enfants en danger. Enfin vraiment, tout ce petit monde-là se retrouve ensemble et va grandir ensemble dans des endroits. Oui, mais il y a encore un truc plus pervers, si je peux me permettre vite fait. On rend l'antenne dans une minute, vas-y. D'accord. C'est que souvent, maintenant, il y a même des structures où elles vont jusqu'à, dans certains cas, renvoyer les petits-enfants nationaux chez eux ou dans une structure équivalente pour privilégier l'accueil des MNA. Pourquoi ? Parce que le département paye plus cher un prix de journée pour un MNA que vous avez dans vos effectifs que pour un mineur national. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont payer plus cher pour un immigré que pour un enfant du coin. Oui. L'enfant du coin va se retrouver à l'hôtel ou dans un camping ou à l'hôtel ou dans une famille d'accueil ou même parfois, comme il manque. Et ça, c'est pas une légende, c'est vraiment comme ça. Non, c'est pas une légende. Vous avez des préfets qui sont obligés de réquisitionner des hôtels. Tout manif à 15 secondes, travailler, être éducateur, très souvent, c'est un chemin de croix, c'est vraiment une vocation et autres. Travailler à l'ASE aujourd'hui, ça fait quoi? Comment on se sent? Je pense qu'on doit se sentir comme se sent quelqu'un entre un marteau et une enclume. Voilà, le marteau de l'administration dans laquelle vous travaillez et l'enclume de votre conscience qui vous dit que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses. Donc ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas à tout le monde et c'est très compliqué. Il faut être fort pour le faire, il faut être extrêmement fort pour le faire. Oui, il faut être fort et puis il faut surtout oser affronter sa hiérarchie.
Oui, Parce et parce qu'à chaque fois que, que je me rapproche du terrain, moi, je me rends compte que, d'accord, certes, il y a des gens qui sont pas bien, mais je rencontre aussi beaucoup de gens qui veulent vraiment faire leur boulot, tu vois. Et puis, Mhm. et franchement, c'est pas simple, hein. Dans l'environnement dans lequel ils sont, franchement, c'est pas facile, hein. Ben non, Donc, mais c'est pour ça que je pense que le mieux, ce serait une intervention ouais, extérieure et neutre ok, pour les soulager ok. à eux aussi. Je rends l'antenne, je lance le générique de fin et on se retrouve ensuite sur Facebook pour les questions. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Bon, ça va? Voilà, là, c'est le générique de la radio. D'accord, ok. Morgane, tu peux Ok, revenir si tu veux. ok. Mais là, tu vois, moi, je t'assure, hein, surtout dans le Tarn, on n'est même pas comparable à la région Morgane, parisienne. tu peux te connecter si tu as envie. C'est bon, bonsoir Salut, tout le monde. Là, salut, on est en direct sur Facebook. Bonsoir tout le monde. salut. Donc, bonsoir Toumani. Je vais pouvoir Bonsoir. donc poser les questions Mhm. qui ont été. Voilà, j'ai rendu le direct. Nous sommes maintenant entre nous sur Facebook et les réseaux sociaux. Voilà, ça y est. Bon, eh ben écoute, c'était bien. Je pense qu'on a fait 30 minutes assez intenses. Je laisse l'enregistrement, comme ça sur le podcast YouTube, il y aura l'émission de radio et ce qu'on a fait ensuite. Mhm. Avant qu'on prenne les questions des gens, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de dire durant ces 30 minutes? Oui, oui. Vas-y, Parce qu'on a, vas-y, on vas-y. a, on a parlé des problèmes, mais on n'a pas parlé des solutions qui sont Vas-y, possibles. vas-y, vas-y, vas-y. Et moi, je pense que les solutions qui sont possibles passent par comment dire, l'intervention de tiers. Et de tiers, c'est-à-dire une autorité qui soit au-dessus de celle de l'ASE et même celle du juge des enfants. Et C'est moi, j'ai marqué dans toujours... le programme, ça, t'as vu? Voilà. On l'a Et marqué dans moi, le oui, programme. oui, non, mais Voilà. c'est bien. Ouais, Parce ouais, que ouais, ouais, ouais. là, je pense en plus que si c'était par exemple des intervenants qui étaient, je ne vais pas dire une brigade, mais si c'était une équipe justement d'intervenants qui étaient mandatés soit par le préfet, soit par le procureur lui-même. C'est-à-dire que ces personnes-là travailleraient sous l'autorité du préfet ou sous l'autorité du procureur. Ils pourraient parler d'égal à égal avec les services de l'ASE. Et l'ASE pourrait même à ce moment-là trouver en ces intermédiaires des personnes à qui confier le problème qu'ils n'arrivent pas à gérer. C'est-à-dire que ça les soulagerait à eux et ils laisseraient faire des professionnels un peu plus aguerris et qui n'auraient pas les soucis qu'eux, ils rencontrent avec les familles en difficulté. D'accord? Et ça, déjà, rien que l'idée d'évoquer ça, de savoir qu'il pourrait être contrôlé ou qu'il pourrait être remis en cause dans certaines décisions, ou qu'il devrait justifier avec des arguments à l'appui telle ou telle décision. Ça, l'ASE, elle ne supporte même pas l'idée de ça. Donc, oui. L'ASE, quand même, c'est la CIA, c'est les services secrets, hein. Il y a des documents au département qu'on ne communique pas. On se rend compte qu'il y a des listings qui sont faits sur les populations, qui sont gérés par les conseils départementaux. Même en passant par la CADA, on n'arrive pas à les avoir. Quand parfois, c'est opaque. C'est opaque. Nos avocats ne les ont pas. Nous, on ne les a pas. Donc, il y a des listings qui sont faits sur la population, qui sont écrits par des gens qui parfois ont 24 ou 25 ans, qui n'ont pas d'enfants, rien du tout, qui viennent à écrire des trucs là sur les gens, etc. On ne sait pas. Ils se les communiquent entre eux, parfois entre stagiaires et autres, et ils vont s'occuper des gens en faisant comme ça. Mais tu as la liste noire aussi. Tu as des travailleurs sociaux qui s'avèrent être des éducatrices et même des assistantes sociales ou des psychologues qui s'avèrent être des lanceurs d'alerte puisqu'elles font la démarche de contacter leur hiérarchie pour leur signaler des dysfonctionnements qui leur paraissent graves. Ils sont blacklistés, c'est-à-dire qu'ils sont carrément interdits de travailler et d'intervenir dans le département. Les directeurs de toutes les structures reçoivent une injonction directe du directeur principal de l'aide sociale à l'enfance avec des menaces claires. Si vous avez recours aux services et aux compétences professionnelles de telles personnes inscrites sur notre liste, nous vous retirons l'agrément. Ce qui signifie pour la structure la fin de l'accueil, du droit d'accueil de ces gamins et donc du fonctionnement de l'AMEX. Ça, mais c'est interdit, ça, c'est la Russie soviétique, là. Mais là, ça relève du pénal. Ça relève du pénal, on n'a pas le droit de faire des listings ça, de professionnels. On n'a pas le droit, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Nous, ici, dans le Tarn, on est concernés. D'ailleurs, on vient de trouver, il y a très peu de temps, un avocat qui va lancer une procédure dans les mois à venir à Albi contre il va assigner le président du conseil départemental, puisque finalement, la seule autorité qu'il y a au-dessus de l'aide sociale à l'enfance, c'est le président du conseil départemental. Donc, il va assigner le président du conseil départemental pour lui demander de répondre à toute une liste. Mais je vous ferai la liste plus tard. Hein, non, mais lui, il ne répond jamais. Hein. J'ai jamais vu un recommandé au président du conseil départemental avec une réponse. D'accord.
D'accord, mais là, je pense que cette Ouais. fois-ci, lorsqu'il sera assigné, ou sa direction sera assignée par le tribunal de grande instance d'Albi pour des… Là, ça relève du pénal. C'est pas simplement, oui, non, vous placez Oui, le non, mais gamin il va, sans il va façon. dire que c'est la faute de la justice, tu vois, il va dire que c'est pas Non, lui. non, c'est pas la justice qui interdit à un travailleur social de faire son travail juste parce qu'il est D'accord, lanceur oui, d'alerte. d'accord, ça Ah, c'est ça, autre c'est pas chose. la Oui, oui, justice. oui, c'est D'ailleurs, autre chose. eh ben Et oui. dans ton département, tu as dit que tu en avais 7 que tu connais, enfin un certain nombre que tu connaissais directement parce qu'ils avaient dénoncé des viols, dénoncé des choses qui n'allaient pas dans les foyers de jeunes enfants qui se sont retrouvés à Ah, perdre leur travail, leur emploi, puis être fichés sans plus oui, pouvoir bosser nulle part. oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Je confirme. C'est immonde en fait, hein. Je confirme. Ben, Hum, c'est hum, hum, immonde, mais hum. moi, je connais des travailleurs sociaux qui ont mal fini. Hein, il y en a qui ont divorcé, qui sont devenus dépressifs. Il y en a un qui a fait une tentative de suicide. Il y en a 2 qui sont devenus alcooliques. Enfin, je pense que c'est pas rien. Et puis, c'est pas facile pour un travailleur de laisser tout tomber dans son département pour aller travailler dans un autre juste parce qu'il a pensé bien faire en protégeant les enfants, en signalant des choses qui normalement sont interdites. Bien C'est, sûr, c'est- le rôle de l'ASE, c'est pas moi qui le dis, la protection de l'enfance, pas la bien sûr. protection de ceux qui tirent parti de la situation. Absolument, 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 absolument. Dans le programme, on en parle, hein, on dit un retour aux sources, moins d'inégalité de traitement, qu'il faut respecter le respect des lois, qu'il faut copier les documents qui ont été produits, qu'il faut protéger les enfants pris en charge par les services sociaux, parce qu'on C'est ça. entend, bien souvent, on se rend compte que les enfants qui sont protégés par les services sociaux n'ont plus de droits, en fait. Comme ils sont en bout de chaîne, si jamais ils se font violer, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de plainte, ils ne sont plus défendus. Ben, imagine, je C'est vais te dire, tu peux- imagine qu'un gamin ou une gamine qui est violée, elle est victime déjà de violences physiques, de raquettes dans la structure où elle est placée, et qu'il y ait un signalement. T'imagines, normalement, si le juge qui accepte la plainte envoyait des officiers de la police judiciaire faire une enquête sur le lieu, faire des gardes à vue et avoir les preuves matérielles que des enfants sont violés depuis pas mal de temps, le juge n'aurait pas d'autre remède que de condamner ces personnes pour non-assistance à mineurs en danger, puisque c'est des Bien adultes sûr. qui ont la Et de faire mission une de le enquête, faire. et de faire une enquête Voilà. et de Non, mais séparer. Oui, bien sûr. en faisant l'enquête, quand ils verront depuis le Hum. temps que ça dure, depuis le temps qu'il y a eu des signalements, etc., mais que ça n'a jamais été remonté par les propres responsables, la direction, les directeurs des structures. Au contraire, ils ont occulté ça et continué à caser les cases jour par jour des prix de journée. Ah ouais. Mais là, Non, mais là, D'ailleurs, il y a une question à ce propos, puisque vous l'abordez. Effectivement, quand il y a un placement qui est mis en place, donc il y a le danger, comment le danger d'une est caractérisé. Et effectivement, aujourd'hui, on a de plus en plus de dangers sur la maltraitance institutionnelle, puisqu'il y a des chiffres qui ont été communiqués par la résolution de l'Assemblée. En termes de chiffres, c'est 57 enfants sur 100 qui sont violés, agressés sexuellement. Donc oui, quand ça se passe à l'intérieur, il y a quelques éducateurs qui essayent d'alerter. Au niveau des parents, quelles sont leurs possibilités et leurs démarches sur quand même un retrait d'enfants sur un danger qui réellement n'est pas caractérisé. Et pour le coup, il y a un danger institutionnel qui se met en place. Alors moi, professionnellement, j'ai eu 2 exemples. Un exemple, c'était une maman qui, elle avait la double nationalité française et espagnole. Ce qu'elle a fait, pendant un week-end où elle était autorisée d'être avec son enfant qui était victime de maltraitance, mais de maltraitance sévère, elle est carrément partie dans son pays d'origine, en Espagne, avec son enfant. Elle est rentrée chez elle, là où elle… C'est pas forcément mieux en Espagne, hein. J'ai fait des reportages sur ce qui se passait en Espagne ou en Angleterre. Je te dis pas que les services sociaux sont mieux en Espagne. Je te dis que cette personne, pour pouvoir soustraire son enfant qui était placé en foyer au danger immédiat auquel il ne pouvait pas échapper, ni elle ne pouvoir l'aider puisque c'était verrouillé par l'ASE, par les yeux, un week-end où elle est partie en Espagne, elle l'a mis dans la voiture et elle est partie se réfugier en Espagne. C'est-à-dire qu'elle a abandonné la France et qu'elle est partie en Espagne. Et comme il n'y a pas, à ce moment-là, l'Espagne, elle renvoie jamais les enfants d'un de ses ressortissants dans un pays tiers de l'Europe. Et c'est ça qui l'a sauvée à elle et son enfant. Mais elle n'a plus remis les pieds en France.
Et Morgane, pour répondre à ta question, si j'ai observé ce phénomène qui est très très malheureux, parce que tu vois, quand on arrive à dire des choses pareilles, c'est que vraiment c'est très très malheureux. Mais j'ai observé des cas de parents dont les enfants avaient été par exemple agressés en milieu scolaire, à l'école, qui plutôt que d'aller porter plainte, plutôt que de mettre leurs enfants s'approcher du système de services sociaux, ont préféré se taire, ne rien dire et déménager pour se dire ah non, Bien on n'en sûr. parle pas, on oublie, parce qu'ils avaient tellement peur que la machine s'emballe, parce qu'eux, ils savaient comment ça pouvait se terminer, et c'est assez dramatique. Et je parlais notamment à des musulmans, des gens d'origine maghrébine, qui disent que beaucoup repartent au sud, là, dans le sud, pour protéger leurs enfants, parce qu'ils ont C'est très ça. très peur lorsque les sociaux se rapprochent. Et donc ça mérite qu'on s'en occupe, qu'on mette le truc sur la table, parce que en fait, une partie de ces, je ne dis pas que tous, hein, mais une partie de ces enfants y est sur des présomptions, ou sur des calomnies, ou sur des ragots, ou sur des choses qui ont mal été vérifiées, en se disant nous verrons plus tard, ou on va déléguer à l'étape d'après le soin d'aller voir si c'est normal ou pas. Dans cette bout de chaîne, ils n'ont plus de droits, en fait, ils ne sont plus défendus, et on n'a quasiment aucun contre-pouvoir et aucune solution face à ça. Et aujourd'hui, on est sur un chiffre. Alors, Morgane, tu avais enquêté sur les chiffres. On oscille entre combien et combien, tu m'avais dit? Alors, si on parle de l'Europe, le chiffre qui est quand même donné, qui lui est confirmé, on est sur 450 000 placements en Europe-Asie. Donc, ça veut dire qu'on fait partie des pays qui ont le plus de placements, puisque ça avoisine entre 310 et 377 000. Alors, Mais ça, c'est les ici, chiffres officiels. les chiffres officiels, alors on va dire c'est 300 000 placements en France. Oui, mais ils sont Voilà. C'est officiels parce la qu'ils ville de Toulouse, d'accord. Mais Oui, ça, c'est officiel. Et mais tu c'est m'as dit, tu officiel penses que parce c'est que beaucoup plus. moi, je crois que c'est beaucoup plus au niveau officieux. Oui. Mais On est là, c'est nombreux à croire que officiel. c'est beaucoup Là, plus. voilà, Oui. officieux. Mais là, c'est officiel parce qu'il s'agit de ceux qui sont pris en charge et dont les structures se retrouvent rémunérées par l'ASE. Donc, c'est quantifiable D'accord. puisqu'il y a des budgets qui sont prévus à cet effet. Mais il est là le nœud du problème. Il est là. C'est que les placements sont devenus pour beaucoup d'endroits et pour beaucoup de structures une sorte de petite économie locale. Plus vous avez si vous êtes, en fait, voilà, vous avez votre foyer. Et là, on raisonne il faut qu'on ait de l'accueil du 1er janvier au 31 décembre. On a 10 chambres dans notre foyer, donc on nous a mis faut des 10 plaques de prises en charge. placo, des lits, tout Voilà, ça. et non, et puis, même des structures où au départ, il y a 20 ans, vous aviez 10 places avec une chambre pour chaque jeune. Aujourd'hui, on a multiplié par 2. Comment on fait pour multiplier l'accueil de 1er janvier au 31 décembre? On met une litière. Voilà. Oui, mais on met des lits à étage et on a 2 lits, on a une litière, on a 2 lits, 2 jeunes dans la même chambre, et on a 2 prix de journée. On n'a plus un prix de journée. Et oui, et voilà. Et donc, ça devient une économie qui ne veut pas accepter de reconnaître ce qu'elle est et d'adopter ce monde. C'est-à-dire qu'elle fait de l'argent sur la misère des familles et la traite infantile. Moi, c'est comme ça que je l'ai qualifié et je me suis retrouvé avec de sérieux problèmes de la part de l'ASE, que je n'ai pas eu de problème à affronter. Ils n'aiment pas qu'on dise ça. Moi, j'ai eu Caroline Ardouin ici, qui a été psychologue durant 14 ans pour le département de Dordogne. Là, quand j'ai commencé à lui demander s'il y avait des intérêts d'argent et autres, elle m'a expliqué que non. Et puis bon, c'est... Si. Bon. Alors sinon, qu'on m'explique comment la plupart de ces structures qui ont une maison en location au départ, comme je vais le citer là, puisque j'ai déjà eu un règlement qui a été en ma faveur devant les prud'hommes avec ce foyer, c'est le foyer protestant à Castres. Il lui était reproché. Évite, nous deux. Bon, on n'est pas sur la radio, mais bon, on évite de nommer. Vas-y. Non, mais il y a eu une décision. Voilà. Il y a eu une Oui. Il y a une décision. Il y a une décision qui est prise. Et c'est par rapport à ça. Voilà. On ne dit pas du mal des gens ici. Non, je dis pas. C'est factuel et c'est vérifiable. Oui, vas-y. Cette structure, à ses débuts, elle budgétisait la location, par exemple, de la MEX, parce qu'elle a plusieurs services. Elle a une MEX, elle avait un service pour jeunes majeurs, elle avait aussi des appartements qu'elle louait au centre-ville pour des jeunes de 18 à 21 ans qui étaient pris en contrat jeunes majeurs et qu'on accompagnait jusqu'à la fin de la prise en charge. Voilà. Donc, au début, la MEX, par exemple, c'était une maison avec un grand terrain, plusieurs hectares, qui était en location. Bon, au bout de 20 ans, elle a pu devenir propriétaire de cette maison, l'association, et des terrains. Elle est propriétaire des véhicules
de fonction qu'elle avait au départ. Et la structure se retrouve au bout de 20 ans de fonctionnement avec pas un compte pour gérer, avec 3 ou 4 comptes. Alors, un pour gérer les comptes factuels et habituels, et puis 2 ou 3 autres comptes sur lesquels elle thésaurise des sommes que, bon, au bout d'un moment, ça devient des sommes importantes. Donc, pour moi, c'est vraiment une économie, mais qui ne veut pas porter son nom. Et cette économie, ces bénéfices que vous faites dans un cadre de la loi clair, vous êtes à but non lucratif. Si ce que vous voulez faire, c'est du lucre, vous allez à la chambre du commerce et vous déclarez une activité de location ou de transport. À côté de ça, tu retrouves des gamins de 14 ans qui sont morts de faim et de soif, nus, parce qu'ils étaient utilisés dans un camping à 14 ans, parce qu'on ne savait pas où les mettre. On les a placés dans des endroits où on va les faire travailler. Oui, donc, mais qui a un œil sur ces enfants? Qui a un œil sur ces enfants? Donc, pourquoi tu as des structures comme ça qui font de l'argent de manière absolument délirante, avec des personnes qui ont une profession, tu vois, très clairement, quitte à avoir une belle voiture de fonction, un bon, ils vivent bien, quoi. Et à côté, tu as des gamins dont on n'arrive pas à s'occuper, et puis ils crèvent de faim. Mais ça, il faut leur demander à eux, parce que tout le monde a une conscience. C'est qui, eux? Eux, c'est le président de l'association dite loi 1901, c'est les directeurs qui ont des privilèges, véhicules de fonction, SUV de luxe, enfin, comme s'ils étaient PDG d'une entreprise, en fait. Non, mais ils vont tous te dire que eux, de leur point de vue à eux, tout va très bien, et puis que les autres, oui, mais on peut être, mais ça, c'est la base du déni. Quand il y a un problème, ne pas reconnaître qu'il a et ne pas l'affronter, là, pour moi, c'est pire. C'est de l'irresponsabilité. Parce que moi, je parle pas, si c'était de la prise en charge véritable de ces gamins, même si c'est payé 5 000 € par mois, mais qu'au bout du compte, quand il y a eu 1 ou 2 ou 3 placements, l'enfant sort de cette structure où il a passé 3, 4, 5 ou 6 années de sa vie avec un bénéfice amélioré, positif qu'on voit. Il a repris l'école. Il a passé un brevet de collège. Il a enchaîné sur un CAP ou un BEP. Il a passé son permis de conduire quand il a eu 18 ans et quand il part de la structure, il part avec un projet. Mais si c'était ça la réalité des placements, moi le premier, je te dirais, c'est pas 5 000 € qu'il faut payer. Vous payez 5 000 € et chaque fois qu'il y a un gamin qui part et que le placement est une réussite, donnez une prime à la structure puisqu'ils ont bien fait le boulot. Ah non, mais si c'était bien, on y mettrait tous nos enfants. Quand ce n'est pas ça, Stéphane, quand tu vois des enfants arriver à l'âge de 9 ans, partir à 18 ans avec des difficultés qui les ont emmenés là, amplifiées, puisque le placement en lui-même ne leur a rien appris. Il leur a juste appris qu'est-ce que c'est l'assistanat. Tu as droit à de l'argent de poche, tu as droit à de l'hygiène. Tu as droit entre 18 et 25 ans, beaucoup sont non, mais c'est fini. Si tu veux, c'est fini. C'est fini les 18-25 ans. Ça, c'était avant l'arrivée des ménages. Je te parle, c'était il y a 25 ans. Il y a 25 ans, effectivement, un gamin qui était inscrit, par exemple, il avait fait un CAP, maintenant il faisait un BEP. Bon, pour valider son BEP, c'est l'année prochaine. Là, il vient de faire 18 ans. Il y avait une rencontre avec le délégué ASE du département qui recevait le gamin au siège social du département, qui avait un entretien avec le gamin. Le gamin lui présentait son projet, lui disait où il en était, qu'il validait l'année prochaine son BEP et qu'à la fin de son BEP, il partait. C'était un contrat qui était signé entre le département et le jeune. Tu tiens ton engagement, le département te soutient, tu arrives à la fin de ton engagement, tu n'as pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, c'est fini parce que tu as 21 ans. Et moi, 9 gamins sur 10 qui étaient inscrits dans ce type de procédure repartaient avec un permis de conduire en poche, un métier d'appris et une qualification dans la poche. C'est-à-dire qu'en sortant de la structure, l'idée est honorable, c'était bien. En sortant du structure, il avait déjà un emploi chez un salarié qu'il avait remarqué en apprentissage et qui était venu me voir en me disant « je le veux, je lui fais un contrat ». Donc ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Aujourd'hui, c'est devenu une prestation d'hôtellerie, de restauration et de transport. J'ai expliqué l'autre fois à Morgane comment j'ai été vu, un jour j'ai été amené à péter un plomb dans une structure où il y a l'ASE. Voilà, l'ASE, elle fournit à la structure un calendrier, ce qu'on appelle le d'accueil. Elle vous dit par exemple, voilà, tel enfant, X, il est prévu, on a prévu avec sa maman que nos assistantes sociales ont rencontré, qu'elle reçoive pour maintenir le lien avec son enfant. Elle le reçoit en week-end. Donc week-end, normalement, c'est samedi et dimanche. Donc, la structure est prévenue, arrive la date du départ en week-end. Donc, nous, on prépare le billet de train et j'ai un chef de service qui me dit non, mais Toumani, c'est pas ce soir qu'il part l'enfant, c'est demain. Je dis, mais je comprends pas, là, il est écrit par l'ASE qu'il doit partir en week-end. Donc, le week-end, c'est vendredi. À l'internat, quand tu finis et que tu pars en week-end, c'est le vendredi soir que tu finis l'école. D'accord? C'est pas le samedi matin. Bon, ben là, on nous demandait de garder le gamin le vendredi soir et de le faire partir en week-end que le samedi matin, avant midi. Pourquoi? Parce qu'en n'ayant pas quitté la structure le vendredi soir, le samedi matin, il était comptabilisé comme présent. Et donc, le département te paye la journée entière, même si le gamin part chez sa mère.
Et quand il La vision revenait le comptable. dimanche, même s'il revient le dimanche en fin de journée à 19h ou 19h30, et même parfois certains arrivaient à 20h30 en fonction de la distance où ils venaient, bon, ben, la journée était comptée complète. Donc, c'est juste de la comptabilité. Moi, je te dis que le mot vraiment qui m'a choqué, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à de la traite infantile. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas un être humain. L'enfant et sa famille n'ont pas de besoin, n'ont pas de nécessité. C'est un enjeu financier, c'est une marchandise qui rapporte de l'argent, et notamment un prix de journée. D'ailleurs, c'est ce qui revient de plus en plus et on le voit par rapport au témoignage des parents et au témoignage des enfants. Après, je voulais rappeler un petit peu, je dirais pas le but du placement, mais au départ, en termes de placement, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ce placement ne doit pas perdurer. Qui dit que le placement ne doit pas perdurer, donc ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. J'ai donné des chiffres quand on voit que dans le budget, en termes de budget qui est mis en place sur la protection de l'enfance, 70% du budget est sur le placement, moins 10% sur l'accompagnement. Donc, à partir de là, il y a une inversion. Donc, oui, on n'a plus le même résultat de l'enfant qui va faire un passage et qui va pouvoir retrouver des choses. Là, on se retrouve sur des placements où l'enfant perd tout. Dans tous les témoignages qu'on peut avoir, les gens qui nous alertent, c'est qu'on a affaire à des enfants qui sont pris de famille. Certains sont enlevés de famille. Je pense qu'à un moment, il faut dire les mots tels qu'ils le sont. Et c'est une réalité sur laquelle il va falloir... Tu peux employer le mot rafle. Voilà, moi je suis un peu plus... on va y doucement. On va expliquer aux gens, vous avez des enfants, vous vous occupez de vos enfants tous les jours, vous vivez avec, vous les nourrissez, vous leur prenez la température, la fièvre, on s'occupe des dents, on a des temps de réaction si jamais ça ne va pas, il se casse une jambe, on va à l'hôpital en 30 secondes, et puis un de ces quatre, on ne comprend pas pourquoi, on ne sent pas forcément venir, très souvent c'est l'ébahissement et la sidération, il y a 2 gendarmes, un éduc qui viennent, on vous les enlève et vous allez les voir peut-être une fois par mois ou vous n'allez pas les voir durant 1 an ou 2 ans parce qu'on se demande si peut-être il n'y aurait pas quelque chose. C'est d'une violence absolument inouïe. Absolument inouïe. C'est une organisation. Et il n'y a aucun recours. Non, c'est une perversion. Non, quand c'est pas volontaire, tu vois. C'est que comme le système s'est dévoyé et fonctionne mal, parce qu'il y a plein d'étapes, on a décrit les différentes étapes, on n'a pas encore parlé des explications de tout ce qu'on propose dans le programme, nous, parce que des choses qu'on peut simplifier, qui n'est pas forcément une question d'argent, tu vois, juste d'organisation et de simplification. Mais comme ça ne fonctionne pas, tu as la perversion qui se met en place, et dans la perversion, eh ben, tu as les gens qui ont les mauvaises intentions qui peuvent les utiliser, et puis tu as les mauvais effets, les effets de bord qui sont présents aussi, c'est ça. Et ce que l'on est en train de voir, c'est ça, c'est un système qui est en train de se désagréger, et en se désagrégeant, et ben, tu as tous ces mauvais aspects qui apparaissent. Voilà. Parce que j'ai pu constater une chose, c'est qu'il y a une méthodologie par rapport à la protection de l'enfance qui ne convient pas à l'enfant. Je prends un exemple. Ouais. J'ai eu un échange avec une maman il y a un placement qui est en train de se mettre en place. Une des assistantes sociales lui a dit qu'elle ne pouvait pas gérer puisqu'elle était censée avoir une AEMO, ce qui lui permettait de voir ses enfants beaucoup plus, parce que chez eux, c'était 2 heures par mois. Donc, ça veut dire que 2 heures par mois, c'est pas ce que la loi indique. Ça veut dire que c'est une méthodologie par rapport à la protection de l'enfance. Donc, il y a déjà ça qui pose problème. Ça veut dire qu'ils ont une méthodologie. Bien sûr que si. Mais regarde Fabien. Fabien a fait condamner l'État pour délit de justice. Il y a plein de cas, si tu veux, où on a dit aux parents, vous rencontrerez vos enfants en lieu médiatisé. Tu sais, les endroits là où on regarde, on observe que tout se passe bien. Ces endroits médiatisés sont absolument surchargés. Donc, ils te donnent rendez-vous dans plusieurs mois. L'entretien, tu en as 1 sur 2 qui s'effectue. Ce n'est pas une volonté, c'est une perversion. Parce qu'il n'y a pas assez d'endroits médiatisés, qu'on y envoie trop de gens, tu vois. Non, mais en plus, c'est pire que ça. C'est une méthodologie qui est décidée, c'est juste parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais c'est plus vicieux que ça, parce que ça va même jusqu'à utiliser ces défaillances de possibilité de s'organiser par manque de moyens. Mais quand je dis moyens, c'est moyens humains. Parce que ces visites par Loire dont tu parles, c'est en sous-traitance à une association qui elle-même a des difficultés de recrutement de personnel. Et quand elle réussit à recruter du personnel, c'est souvent un personnel qui n'est même pas formé pour ça. C'est quelqu'un qui va venir. Alors, tu imagines des parents qui se retrouvent dans une salle, comme moi, c'est ce que j'appelais dans le jargon les visites par Loire. C'est-à-dire, vous arrivez, vous avez c'est un truc qui est complètement dépersonnalisé, c'est froid. Une salle, une table, 3 chaises et 2 personnes qui vous observent comme on le fait dans les visites par Loire. Attention, il est possible d'y rencontrer de très grands professionnels. J'en ai croisé, ça existe. Il y a des gens qui font ça par vocation, tu vois, un peu comme à l'époque on allait se mettre dans les ordres et tout.
et des gens qui ont un super Ah, mais niveau, je le nie eux pas. seuls, ils tiennent la baraque. Il peut y Mais je avoir. le, Par je contre, le, malheureusement, dans la globalité, on n'a vraiment pas envie de finir là-bas. mais Ça, je c'est le, clair et net. je le nie pas. Et si c'était Ouais. comme ça dans toutes les Mais structures non, qui non, sont non, non, mandatées pour le mais faire, non, on ne serait même pas en train d'en parler. Mais ça, c'est une bien minorité. sûr, Mais tout la à fait. réalité, c'est que non seulement eux, ils ont cette difficulté, le juge leur donne une ordonnance en leur disant, je veux que vous organisiez des visites médiatisées à tel rythme. Un tous les 15 jours, une toutes les 3 semaines. Ils ne sont même pas capables de le faire. Et quand ils ne sont pas Non, ils capables de peuvent le pas, faire, mais ils le ils font peuvent pas. pas. Non, mais ils sont pas capables de le faire. C'est pas, je dis, ils sont incapables. Ils sont pas capables de le faire car ils n'ont pas les moyens Ouais, c'est humains, ça, c'est ça. personnels de C'est le ce que faire. j'appelle la schizophrénie de la société, tu vois, c'est les Oui, mais que idéalistes ça, administratifs et mais, politiques qui disent il n'y oui, a mais qu'à que c'est, Faucon, et puis sur le Stéphane, terrain, on ne peut pas faire. Stéphane, Voilà. Stéphane, le plus horrible, c'est que cette incapacité qui découle de la responsabilité de l'ASE à s'organiser, c'est la famille et les enfants qui la payent. Parce qu'après, ça Mais sert oui, d'excuse dans le rapport mais oui. suivant pour dire comme on n'a pas pu organiser les visites médiatisées, on n'a pas pu évaluer si la situation s'est améliorée, on vous demande de prolonger le placement de 9 Et mois. voilà, ah, c'est ça, et 9 points de plus comme ça. Non, mais je sais bien, mais c'est Oui, pour ça qu'on est là, tu sais, il y a une mais liste, c'est pas. toi Mais tu es la loi, connais sur la liste aussi, oui, on mais essaie la de mettre loi, tes thèmes, ces débats dans la la loi, campagne, parce qu'il faut qu'ils la s'y loi. rendent, ces débats dans la campagne. La loi, à aucun moment dans la loi ou dans le schéma départemental, notamment celle qui concerne le PPE et l'implication de la famille dans l'élaboration de ce PPE, il faut que la famille soit impliquée. Il n'y a pas écrit Non, que non, la non. famille ne sera pas impliquée parce que vous avez des problèmes d'organisation et en plus, ça sera à la famille de payer les conséquences de vos problèmes. C'est à vous de les assumer. Donc, la première chose que devraient faire par honnêteté intellectuelle ces services sociaux, parce que moi, je veux bien entendre que vous n'ayez pas le personnel, mais vous pourriez au moins avoir l'honnêteté de le dire au juge, ça en préambule et en introduction de votre rapport. Malheureusement, Madame la juge, nous n'avons pas pu organiser comme vous demandiez ce que vous avez exigé. Donc, nous n'avons pas pu évaluer. Je t'assure que si c'était déjà présenté comme ça, le juge premier, il va réfléchir, mais c'est même pas présenté comme ça, c'est occulté. Et ils disent non, on n'a pas pu évaluer, donc on estime que la situation n'a pas évolué, n'a pas bougé, donc on vous demande, s'il vous plaît, de prolonger. Et là, on parle de visite médiatisée. Bien sûr, On parle bien même sûr, pas bien d'accueil, sûr. parce que les foyers, c'est pareil. Les foyers, normalement, l'enfant, il arrive avec un PPE, il doit avoir automatiquement 2 éducateurs référents. Ça veut dire que pour la famille et pour les travailleuses de l'ASE, s'il y a un des éducateurs référents qui est absent, il y a l'autre qui est présent pour répondre à vos demandes. Où en est la situation du J'ai gamin? été époustouflé, moi, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à tout ça il y a plusieurs années, de la facilité avec laquelle on allait remplir les espaces médiatisés et les foyers. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'une petite présomption ou de ne pas être présent au bon endroit au bon moment. Et la solution, ah bon, on va te demander vite médiatiser. Et puis tu vois, ils viennent comme ça. Et même les petites disputes entre couples, là, le truc entre JAF, t'entends ça tout le temps. Et en fait, on est en train d'envoyer tout le monde dans ces trucs médiatisés. Et ça se fait très facilement. C'est une Non, mais décision qu'on prend, mais en un claquement de doigts. Tu as des gens qui vont prendre cette décision-là en un claquement de doigts, qui vont oui, mais on t'envoyer la prend. là-dedans en un claquement de doigts. Voilà. Mais ces décisions, excusez-moi de l'insister là-dessus, vous verrez, vous pourrez évaluer. Moi, je l'ai vu de visu. La plupart de ces décisions qui sont prises sur des détails futiles concernent des gamins et des familles qui n'ont pas de problème. Et parallèlement à ça, des enfants que tu vois déscolarisés. À Oh, mais l'âge de 13 ans. des ragots. Là, on peut revenir à Non, l'étape du divorce où tu arrives en non. disant ouais, je Là, divorce parce que monsieur est pas gentil et sur présomption, le JAF t'envoie en bon, médiatisé. Ça, c'est un exemple si tu veux. Hein. oui, non, mais Mais moi, ce ça que peut je veux être te dire, repris sans aucun moi, élément de moi, confirmation. Hein. moi, je veux bien entendre 2 minutes qu'un procureur me dise, mais monsieur Nimaga, comment pouvez-vous me dire ça? C'est pas possible. Les services sociaux s'occupent quand même des enfants. J'ai dit, écoutez, monsieur le procureur, ça m'est arrivé de le dire ici à un procureur de Castres qui était vraiment une bonne personne, mais qui est parti déjà. J'ai dit, monsieur le procureur, C'est le meilleur qui si part vous tout voulez, premier. voilà, mais monsieur Ouais. le procureur, si vous voulez vérifier ce que je vous dis, contactez chaque collège de la ville de Castres et demandez-leur de vous envoyer le listing des gamins qui sont recensés comme absents. On est dans un pays où il y a l'obligation de scolarité et où il y a écrit qu'un enfant, au bout de 4 demi-journées d'absence, si ce n'est pas justifié, l'école déjà doit faire un signalement. Je te mets au défi d'aller vérifier si les collèges qui doivent faire face à des gamins qui sont absents, pas la semaine, ils sont absents pendant des semaines. Je te mets au défi d'aller vérifier combien sont signalés au procureur. Donc, pourquoi on les signale pas? Parce que souvent, ces gamins qui sont absents
pratiquement toute l'année, c'est des gamins qui sont récupérés par les délinquants, les dealers du quartier, parce que ces gamins sont issus des quartiers populaires, la plupart, et ces gamins servent de chouf. Pourquoi? Parce que les dealers ont bien compris que tu utilises les mineurs pour le business, même s'ils se font rattraper, ils prennent toujours moins qu'un adulte. Donc, ces gamins qui sont ancrés dans la délinquance. Moi, j'ai vu des gamins de 14 ans, de 15 ans parler, c'est-à-dire il y a l'inversion des rôles. C'est eux qui amènent à la maison l'argent et qui la posent sur la table. Comme dans le film, il y a 25 ans ou 30 ans, de la haine. Tiens, maman, tiens, papa, c'est pour le gaz. Tiens, maman, tiens, papa, c'est pour l'eau, c'est pour le téléphone et c'est pour la bouffe. Ces gamins-là n'apparaissent pas chez le juge des enfants tant qu'ils ne sont pas pris. Le jour où ils sont pris, ils sont coincés par un officier de la police judiciaire qui les attrape avec le matos dessus. Ce jour-là, oui, ils sont présentés et ce jour-là, ils apparaissent. Mais tout ce temps où ils sont passés sous les radars, ces gamins, à aucun moment, ne sont signalés par l'école. L'école ne fait pas le signalement. Et là, l'ASE, pour une fois, je ne peux pas leur tirer la pierre. Comme il n'y a pas de signalement, comme on ne nous a pas dit que ces gamins, même s'il a été absent le dernier trimestre, 2 mois et demi, nous, on n'était pas au courant de cette situation, donc on n'est pas intervenu. Et c'est ça qui me rend fou. C'est que les gamins qui auraient vraiment besoin d'être suivis, parce que les parents, c'est pas qu'ils sont défaillants, je veux pas jeter la pierre, mais les parents ont des difficultés à poser un cadre à leurs gamins. Ils ont des difficultés à leur faire entendre la nécessité d'aller à l'école, le besoin de se former, le besoin de ne pas apparaître sur les radars de la justice et de grandir comme on grandit la plupart des jeunes et des quartiers et trouver ta place dans la société. Ces jeunes-là, ils sont dehors jusqu'à 3h, 4h du matin. Au mois de juin, l'année dernière, toute la France a vu jusqu'à où ça va. Même, je voyais à la télévision, tout le monde était choqué par la jeunesse des gamins qui étaient en train de mettre le feu aux vitrines. Je te vous mets au défi. Combien de ces gamins avaient une mesure de placement sur le dos? Ah, mais l'éducation nationale n'est pas exempte de tout reproche, hein. Il y a aussi une grande partie de ces déclarations d'absence qui ne sont pas faites parce que ça peut peut-être aussi les arranger, qu'ils n'aient pas à gérer des profils un peu compliqués. Mais c'est la peur. Moi, je vais te le dire. C'est la oui, peur des représailles. oui. C'est la peur des représailles. Ça peut rentrer aussi en ligne de compte. Ah non, compte. mais je te l'affirme. Par contre, la même éducation nationale, si tu veux, si tu te plains que ta fille, par exemple, s'est fait agresser dans l'enceinte de l'école, tu vas avoir des réactions de défense du rectorat qui vont être extrêmement violentes, si tu veux. Tu vois, c'est ta faute. Non, mais là, si tu dis que ton enfant se fait harceler à l'école, on va te reprocher de critiquer l'école. Et tu as aussi les déclarations qui sont faites à l'école. Je trouve que l'éducation nationale, parfois, aussi est génératrice d'IP, un peu facilement dans certains cas et ne le fait pas dans d'autres. Tu vois. Donc, mais je vais te dire aussi. Moi, j'ai travaillé 5 ans dans un collège, au collège Jean Jaurès à Castres. Quand j'étais étudiant, je me payais mes études en étant surveillant dans un collège. À cette époque-là, je fais ça la nuit. Moi, j'étais maître d'internat. Voilà. Mais moi, il n'y avait pas d'internat, donc j'étais surveillant d'externat à plein temps. Et on avait un collège de 880 élèves. Je t'assure, alors c'était une autre époque, c'était il y a 30 ans, c'est vrai, mais ça a toujours existé, des gamins à problèmes, les soucis dans des familles. Mais à cette époque-là, déjà, il y avait plus de surveillants et le personnel éducatif avec lequel j'ai eu la chance de travailler, que ce soit les CPE, Monsieur Cerezo ou Madame Gonzalez ou la directrice qu'on avait à l'époque ou même le cuisinier qui faisait la nourriture des enfants. C'était des adultes qui étaient là par vocation. Et le nombre de surveillants qui étaient là aussi, c'était souvent des étudiants qui allaient devenir profs ou enfin c'était des jeunes étudiants mais qui avaient la fibre quand même avec les gamins. Donc ce qui était en vigueur, c'était le règlement intérieur. Un gamin qui ne respectait pas le règlement intérieur, il était convoqué à la vie scolaire, on essayait de régler le problème avec l'élève. Si c'était pas réglé avec l'élève, allez hop, cahier de correspondance, convocation des parents au bureau, rencontre avec la CPE et la directrice. Et à ce moment-là, celui qui était maître du jeu, c'était le règlement intérieur. L'élève et la famille respectent le règlement intérieur, il n'y a pas de souci. L'élève et la famille ne respectent pas une partie du règlement intérieur, on prend la partie sanction et on applique le règlement intérieur. Tel acte égale telle sanction. D'abord, il y en avait même qui passaient en commission de discipline. Une fois, 2 fois, la troisième, tu étais exclu. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de lâcheté de la part. Moi, je parle de lâcheté et de peur. Non, parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord de passer sur quelques questions? Oui, tout à fait. Oui, je vous ramène aux questions parce que je suis censée animer là le live, même si c'est un sujet que je porte en tant que candidate. Donc il y a des choses sur lesquelles, on peut voir sur mon site parce que j'interviens dessus. Juste pour dont on a parlé, une petite précision, parce qu'effectivement on parle beaucoup du danger de l'enfant. C'est important que les parents l'entendent et qu'ils puissent aussi avoir cette position par rapport au juge. Premièrement, c'est de le caractériser. Ça, c'est impératif. Quel est réellement le danger?
C'est vraiment de le caractériser parce qu'on entend danger, on se retrouve avec des enfants qui sont placés et pour le coup, qui sont réellement en danger. Et là où je rejoins ce que disait Toumani, c'est que oui, il y a un accompagnement, il y a des choses peut-être à faire avec certains parents. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des parents qui se retrouvent en situation où la protection de l'enfance intervient parce que la justice n'a pas intervenu. L'ASE, ce n'est pas des juges, ce ne sont pas des policiers. Il est important que chacun puisse être remis à sa place. Et juste pour faire une petite parenthèse sur les propositions, on les retrouve, mais je vais quand même les indiquer parce que souvent on nous pose la question, effectivement on évoque, mais qu'est-ce qu'on propose? On propose qu'il y ait un contrôle, on propose qu'il y ait un audit par rapport au fonctionnement et dysfonctionnement qui se fait à la protection de l'enfance, et surtout qu'il y ait un contrôle en termes de gestion de budget, qu'il y a aussi un tiers, Toumani l'a évoqué tout à l'heure, qui est également de la supervision, parce que oui, ce qui se passe là-bas, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Les gens appellent le 119 quand un enfant est en danger, mais qui on appelle quand un enfant placé est en danger? Alors, je passe à la question. Bonsoir, je suis présidente de l'Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Merci pour votre témoignage. Aujourd'hui, les dysfonctionnements de la protection de l'enfance sont mis en évidence et malgré les alertes, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité de contrôle ni de personne mandatée, soit par le préfet, soit par un procureur, clairement identifié aussi bien par les familles que les enfants victimes de maltraitance ou les travailleurs de l'ASE, qui savent que ces personnes pourront être sollicitées en cas de litige et intervenir pour aller vérifier. Il y a le principe de préco dessus. S'il y avait une autorité, clairement définie et reconnue par tout le monde, que ce soit les professionnels qui interviennent tous à leur niveau et les familles, ces personnes-là pourraient être sollicitées sous mandature de préfet. Moi, je préfère même le préfet parce que le préfet, c'est le représentant de l'État dans le département. Et quand le département a des difficultés à assumer la mission qui lui est confiée par la justice, je pense que le moment est là, à ce moment-là bien particulier, c'est à l'État d'intervenir et d'arbitrer. Et pour arbitrer une situation de litige de ce niveau, il faut quelqu'un d'extérieur à l'ASE, quelqu'un qui ne soit pas sous l'autorité de l'ASE. Absolument. Voilà. C'est la partie du programme et qui soit sous la direction du préfet. C'est-à-dire que le préfet, en fonction de la situation de litige qui lui est rapportée, il demande à ses intervenants d'aller vérifier, de faire leur enquête sociale et de leur fournir un rapport avec des pistes de solutions qu'eux, ils proposent par rapport à ce qu'ils ont constaté. Ces personnes-là mandatées par le préfet, ils n'ont aucune obligation de répondre aux injonctions ou aux menaces de l'ASE, ni à celles des familles, puisqu'il ne répond qu'au préfet. Merci. Il y a éventuellement le défenseur des droits, mais oui, il y a en fait... le défenseur de droits, excusez-moi. Il y a pas mal de questions. Oui, mais on va continuer. Oui, non, le défenseur des droits. Il y a pas mal de questions. Ça reste quand même, oui, tout à fait. Mais le défenseur des droits. J'étais en train de lister effectivement moi, le programme avant que tu prennes la parole comme ça de manière un peu. Voilà. Dans ce qu'on demande de nous, si tu veux, c'est qu'il y ait un organisme de contrôle et le fait qu'on ne puisse pas se défendre fait que, déjà, la justice ne traite pas les réclamations qu'il puisse y avoir, donc les plaintes pour fourniture publique, les plaintes contre l'administration et autres. Le département ne répond pas en disant que c'est par rapport à la justice et ils font un équilibrage des pouvoirs. Le jour où il y aura un interlocuteur, on pourra s'adresser à cet interlocuteur-là. Voilà. Mais je pense que c'est ça dont ils ont peur au niveau de la c'est un système opaque. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est pour ça qu'on a une harmonisation d'ailleurs au niveau européen et national. Moi j'ai eu un conflit ouvert avec le directeur de l'ASE du Tarn. Je lui ai dit, exposé, preuve à l'appui, des gamines qui étaient dans un cadre de prostitution. Lui, il était dans le déni. Il me dit, oui, non, c'est vrai, ça existe, mais dans les autres départements. Et pourtant, je lui ai sorti, preuve à l'appui, un article produit par un média local tarnais qui explique que des gamines d'une ville tarnaise de Groyer ont été récupérées à Toulouse dans le cadre d'une descente de la police, c'était pour un trafic de drogue, et ils sont tombés sur 5 gamines qui étaient déjà avec un avis de recherche nationale depuis 6 mois. Alors, je lui dis, mais Groyer, c'est pas dans la Haute-Garonne, c'est bien dans le Tarn. Et bien, malgré cette preuve, il est dans le déni de reconnaître que son système
a quelques défaillances auxquelles il faut faire face. C'est pas un problème qu'il y ait des défaillances. C'est pas un problème qu'il y ait des erreurs ou qu'on se trompe. Le problème, c'est de ne pas le reconnaître, de le nier et de continuer comme si tout allait bien. Et tout est verrouillé, tout est bloqué. Si l'ASE décide d'empêcher un parent de venir accompagner d'un travailleur social ou d'un conseiller, cette personne reste à la porte. Morgane, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y en a pas mal, c'est pour ça. Oui. Ouais. C'est pour ça que je voulais qu'on avance un petit peu sur. Eh ben on y va, vas-y, on t'écoute. Oui, non, mais c'est Quelle position, alors c'est pour Toumani, quelle position ont vos collègues envers votre témoignage? Alors, c'est mitigé. Il y a beaucoup de collègues qui, bon, ben, comme ils savent que factuellement, ce dont je parle, c'est des choses qu'eux, ils sont les premiers à subir. Donc, ils trouvent la démarche bien parce que c'est comme un peu lanceur d'alerte. Mais après, c'est des personnes en majorité qui ne vont rien dire et qui vont subir. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur d'affronter la hiérarchie. Et pas la hiérarchie simplement de la structure avec laquelle ils sont sous contrat. Il y a aussi la hiérarchie de l'ASE. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est la peur. C'est la peur. Un peu comme les parents, alors. Oui, parce que mais les parents sont aussi dans cette position. Voilà, mais alors j'essaye. Moi, je vous dis comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui a peur. Je ne sais pas parce que moi, j'ai pas peur de ces incisions. Mais après, je comprends. Quand on a peur, on est sidéré, on est paralysé, on est les premiers à subir en fait. On n'est pas en action en action. On est en position de subir. Voilà. La majorité des collègues subissent. Merci. Alors là, c'est plus une remarque, mais c'est aussi une question. Mais on prévoit de répondre à cette problématique de par les propositions. Il n'y a aucun contradictoire. Les services sociaux sont dans la toute-puissance. Tout est préjugé. C'est vrai, je confirme. Je confirme. Et hélas, il est bien là le problème, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'à la base, la famille a le droit, lorsqu'elle est sommée de s'expliquer sur les dysfonctionnements qui ont été signalés par l'ASE, elle a le droit de se défendre et d'opposer aux accusations qui apparaissent dans le rapport des éléments et des arguments qui viennent peut-être contredire et prouver qu'il y a une mauvaise interprétation du côté de l'ASE ou que l'ASE a vu quelque chose qui n'y était pas. Mais comme le débat est verrouillé, et que la famille n'a pas pu préparer sa défense, et que la juge, avant même de recevoir la famille, est briefée par les assistantes sociales qui vont l'accompagner pendant cet entretien, la décision de maintenir ou pas le placement est déjà prise avant même que la famille rentre dans le bureau du juge. Oui, parce que c'est une difficulté qui est souvent évoquée du fait que les rapports arrivent à la dernière minute, que le client donc qui est en l'occurrence là où les parents peuvent consulter, mais ne pas disposer, à savoir, et c'est là où il y a une inégalité en termes de procès et de défense, c'est que les services sociaux, dans ces cas-là, sont considérés parties et ont le droit aux documents. C'est pas leur avocat. Eux ont accès aux documents, donc ce qui peut aussi porter préjudice aux parents, parce que ça veut dire que dans leur manière de fonctionner, ils savent tout sur l'autre. Alors, est-ce que ça n'a pas des incidences, justement, d'avoir tous ces éléments? Est-ce que c'est réellement leur place? Mais le problème, c'est que ça devienne un défaut et même un reproche qu'on va leur faire, alors que ce qui leur permet de débarquer au bureau de la greffière et de demander à avoir accès à ce dossier dans lequel il y a les documents, c'est quand même la loi qui le permet. Donc je me pose la question, comment ça se fait que quelque chose, un droit qui est donné à la famille, puisse se retourner contre elle pour l'avoir usé? Elle a usé le droit d'aller prendre connaissance des griefs qui leur étaient reprochés et d'en préparer leur défense par rapport à ça. Oui. Alors ça, on va expliquer qu'en France, on est soumis au droit romain. Le droit romain est soumis à ce qu'on appelle le principe de contradiction, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement. Je dis à l'avance ce que je vais dire sur toi, et toi, tu dis à l'avance ce que tu vas dire sur moi, afin que nous puissions, toi et moi, préparer notre défense. C'est ce qu'on appelle le principe du droit de contradiction. Le problème que nous avons avec la justice des enfants, c'est que, en fait, ce principe d'égalité avec les deux contradicteurs et le juge au milieu qui est censé trancher de manière impartiale n'est pas respecté. Voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons, en fait, qui ne soient pas respectées. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous défendons la mise en place
d'une juridiction particulière concernant le droit des enfants. C'est un thème qui est porté par Maître Hamas aussi, par plusieurs commissions, parce que, si tu veux, le droit, lorsqu'on s'approche de la famille et des enfants, ben, ce n'est pas la même manière que de gérer des frais de douane, des boîtes de conserve, des contentieux d'assurance. On peut comprendre qu'il y ait parfois des choses qui doivent rester secrètes, parce que pour le bien des enfants et autres, hein, on peut élargir au niveau des enfants qui sont traités sous X. Là, on parle beaucoup des cas où les enfants sont placés parce qu'ils ne doivent pas forcément l'être, mais il y a aussi des cas où les enfants ont besoin de l'être très sincèrement, et puis où pour leur intérêt à eux, il est quand même extrêmement important que ce qui les concerne ne soit pas forcément divulgué. Donc ça, c'est très important. Mais nous avons un problème déjà des désagrégations de société, puisque la fonction, le mode de fonctionnement judiciaire, juridique du droit des enfants n'est pas adapté à la situation présente. C'est tout simplement. Oui, mais souvent parce que la famille ne peut pas justement remettre en cause cette attitude et cette impartialité et parti pris. Oui. Donc, à la base, comment d'où la demande de remise à égalité, comme on a dit dans les propositions. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, voilà, justement, que les audiences soient filmées, plus de numérisation, la transition numérique du système de justice. Je pense que déjà, il y aurait même pas, parce que bon, déjà pour les gamins, je pense que à part dans des cas bien précis, on peut pas comme ça filmer et ça reste en huis clos puisque ça reste dans la famille. Mais déjà pas. Je pense que le fait de savoir, aussi bien dans la famille que les services de l'ASE, qu'il peut y avoir une entité sous la juridiction du préfet qui va être saisie. Et notamment, si cette famille constate que son droit au contradictoire n'est pas respecté, cette personne peut être sollicitée. Et à ce moment-là, venir demander ou vérifier. Et si c'est le cas, demander à l'ASE et au juge des enfants pourquoi le contradictoire n'est pas respecté et pourquoi cette famille est déboutée carrément de son droit. Oui, bien sûr. Et dans le programme, au niveau justice familiale, nous avons marqué très clairement, ça c'est quelque chose qui a fait l'objet de plusieurs discussions, hein. D'ailleurs, on a eu plusieurs débats entre nous, on n'était pas tout à fait d'accord jusqu'au moment où on a trouvé la manière de présenter ça. Quand on dit filmer les débats, c'est pas de les mettre sur la place publique, hein, tout manière, comprenons-nous bien, hein. C'est de pousser vers la numérisation, la digitalisation, la transition numérique du système de justice. Il y a des manières en fait de retranscrire automatiquement aujourd'hui ce qui se dit durant les échanges, de les stocker quelque part sur un stockage numérique, ce qui évitera, tu vois, d'avoir des gens qui tapotent comme au 19e siècle sur les machines à écrire, et puis en prenant ce qu'ils peuvent. Et en cas de besoin, sur demande d'huissier, ou quand les circonstances le nécessitent, pouvoir aller voir ce qui s'est passé durant ces débats et ces échanges, c'est uniquement un moyen de protéger justement l'application du droit, le respect du contradictoire, le respect mutuel, la norme. Il est hors de question de mettre tout ça sur la place publique, c'est hors de question. C'est juste que tu vois, cette digitalisation permettrait de protéger tout le monde. Mais moi, je t'entends très bien, Stéphane. Mais je me fais un peu l'avocat du diable parce que je connais très bien le fonctionnement de l'ASE. Et la première excuse qu'elle opposerait à ça, toi, en fait, tu parles d'une boîte noire. Une boîte noire. Oui, mais c'est comme dans les avions. Les avions, les boîtes noires, elles enregistrent tout ce qui se passe, mais on va avoir recours à ce qui se passe que quand il y a un accident. S'il n'y a pas d'accident. Au pénal, il y a une caméra, ça dérange personne. Hein, oui, non, mais là, je veux dire, par exemple, par rapport à ça, ce que tu proposes, que ce soit enregistré, les familles, ou que ce soit le juge, ou que ce soit les services sociaux, savent que c'est un enregistrement, mais comme les pilotes savent que leurs échanges, la moindre manœuvre qu'ils vont faire est enregistrée, elle aussi, dans la boîte noire. C'est juste un archivage d'une opération de justice qu'un contrôleur peut aller regarder ensuite. Point final, c'est tout. Mais c'est uniquement un contrôleur. Ouais. On est d'accord, tu prêches un convaincu, mais je te dis qu'à l'avance, l'ASE trouverait une excuse pour s'opposer à ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle dirait à ça ? Elle dirait non, mais là, on viole la loi qui dit que quand il s'agit de mineurs, c'est en huis clos. Mais là, volontairement, elle ferait semblant de ne pas comprendre ce que tu viens d'expliquer.
Oui, mais ça se répondable très facilement. Ce serait une DMZ et puis c'est confidentiel. Donc on ne viole pas du tout la loi, si tu veux. Et qu'à partir du moment qu'il y a un greffe qui prend des notes, que le greffe qui prend des notes soit un être humain ou une caméra, c'est pareil. Hein, tu vois, il n'y Oui, a pas de mais bon, différence comme ça. il y a des greffes quand on leur demande d'intervenir, enfin de confirmer que c'est bien elle qui a écrit sur l'ordonnance de placement que telle personne disait ça, que l'ASE disait ça. Quand on lui demande mais pourquoi vous n'avez pas retranscrit ce que disait la maman, bon, elle te regarde dans les Mais yeux et oui, toi mais tu il y poses a, également il pourquoi vous n'avez pas. il y a pas que l'ASE dans la vie. Les notes d'audience sont très souvent défaillantes dans beaucoup de procédures, même sans l'ASE. Il y a un intérêt à digitaliser, à automatiser les notes Ah oui, d'audience pour mais tout le moi monde. je te dis déjà à l'avance que j'ai vu, Oui, bien moi, sûr. après avoir accompagné un enfant avec ses parents en audience, j'ai lu l'ordonnance et tu vois que Ok. même là apparaissent, ouais, bon, ben, la version Voilà. de l'ASE souvent, mais quand la famille a eu quelques arguments contradictoires qui étaient pertinents, ils n'apparaissent pas dans l'ordonnance. Alors attends, par contre, il y a une question là qui est très importante. Je vais vraiment y répondre après, je vous laisserai. Mm. Il faut enregistrer soi-même l'audience, en clandestin, toute l'audience. Surtout pas. Ne faites jamais ça. N'allez jamais enregistrer les audiences ou les sociaux pour ensuite le montrer. Ceux qui vous disent ça sont des très mauvais conseillers. Le jour où ça arrive, vous ne le voyez plus jusqu'à ses 18 ans. Et c'est interdit. N'allez surtout pas vous faire justice vous-même. Demandez à ce que la justice soit faite correctement, mais n'allez surtout pas vous amuser à ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en direz les autres, mais en tout cas, mon point de vue, c'est celui-là. Mais moi, je te confirme, mais avec une double lecture. Je te confirme parce que la première réaction que va avoir le juge des enfants et l'ASE, c'est ça, c'est de dire que la loi interdit et qu'il ne fallait pas le faire. Et ça va être saisi et c'est l'enfant qui va payer la facture. Ah oui, Voilà. oui, oui, tout à Parce fait. Ah ouais. qu'après, même si Et en la pratique, ils famille, n'aiment pas. Hein. oui, mais après, dans un monde à l'endroit, il existe, moi je l'ai vu, hein, moi j'ai jamais conseillé à quelqu'un de le faire. Mais il y a une personne qui l'avait faite, hein, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, alors il faudrait que je retrouve la jurisprudence, alors, et ça dépend le juge. Le juge n'a pas condamné la famille pour avoir enregistré comment dire, la conversation, parce que ce que venait prouver cet enregistrement était tellement énorme par rapport à ce qu'affirmaient les services de l'ASE et le juge qu'il a été obligé de le prendre en compte. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel. Donc vraiment, c'est à ne pas conseiller. C'est à ne Ça ne pas pas conseiller conseiller. d'enregistrer. Enregistrer quelqu'un contre son accord et sans lui dire à l'avance est interdit, sauf si jamais c'est fait pour dénoncer un crime, je crois. C'est quelque Voilà, chose un de délit qui relève du assez pénal. récent. Voilà. Et là, C'est si ça assez relève récent. du pénal, Et oui. oui, mais bon, on va pas enregistrer une audience pour après dire regardez comme c'est pas bien. Non, non, ça vraiment, je conseille vraiment aux gens de pas le faire. Aidez-nous à demander à ce que l'enregistrement soit fait officiellement pour que des contrôles soient faits, mais ne le faites pas vous-même, surtout pas, surtout. Voilà. Je dirais que là où vient une complexité, et c'est pour ça qu'il y a le pénal qui rentre en jeu, on est sur de la matière civile. Et là, où la partie juge des enfants, elle est très complexe parce que les parents se retrouvent dans des difficultés. Je vais prendre l'exemple de quand on parle du contradictoire. Nos lois sont opposables. Que dit l'article 6 de la CEDH? Il parle du procès équitable. Donc on est clair là-dessus. Simplement, vous avez d'un côté une loi qui va vous parler du procès équitable et vous avez l'article 1187 qui dit que le parent peut disposer, attention, peut consulter les rapports mais ne peut pas en disposer. Comment vous voulez avoir un procès équitable si vous ne pouvez pas disposer des articles? Et c'est là où ça pose un problème. Et c'est vraiment là-dessus où il va falloir vraiment poser les choses et qu'à un moment, les lois, elles soient vraiment mais en commun et qu'il y ait une cohérence par rapport aux lois. Et il y a une autre problématique, c'est que sur de la matière civile, vous avez des pénales qui viennent parce que quand les gens sont en difficulté, bah, comment ils font? Ils se disent comment je fais? Il y a des mensonges. Les rapports sont pas conformes, les rapports sont faux, les rapports sont construits. Quelle est la possibilité? Donc effectivement, c'est ce qui fait que certains viennent peut-être à enregistrer. Et après, il y a d'autres méthodes. Je vais donner une technique qui est légale, puisque les parents consultent les rapports. Ils consultent les rapports et effectivement, ils peuvent pas avoir un double. En face, vous avez la protection de l'enfance, qui se sent en toute puissance puisqu'elle se dit, vous pouvez pas avoir le rapport, donc je vous mets en difficulté. Rien ne vous empêche de copier le rapport. Rien ne vous empêche, quand je dis d'enregistrer, vous avez un dictaphone, vous le lisez. Vous êtes en droit de retranscrire ce que vous avez lu.
Donc, ça donne cette possibilité, effectivement, de s'en servir en termes pénal. Le dictaphone, je ne sais pas, il faut vérifier. Par contre, y aller et Dictaphone, prendre des notes, y aller et en prendre des dénote. notes, effectivement, c'est autorisé sous témoignage. Donc, il faut expliquer aux gens que chez le juge des enfants, le mode de fonctionnement est très particulier. On y va, on consulte le dossier. Le dossier est consultable sur rendez-vous parce qu'ils vont enlever du dossier ce qu'ils estiment qui vous regarde ou ne vous regarde pas. Ensuite, devant témoin, vous allez le regarder. Il y a interdiction de prendre des photos, il y a interdiction de le copier. Enfin, vous avez droit à une feuille de papier et un crayon, vous pouvez recopier les choses. Donc, il est très difficile de porter plainte pour faux en écriture publique. Moi, je l'ai fait. Je peux vous dire comment on fait. Durant l'audience, on demande au greffier de bien noter qu'on se porte en faux par rapport à la procédure et par rapport à tel document qu'on a fait auparavant. Et quand on fait la plainte pour faux en écriture publique, on envoie dans le débrouille de plainte en disant dans cette procédure et cette audience à ce moment-là, j'ai signalé au greffier et c'est marqué dans le jugement et c'est marqué dans l'audience que en question. Et là, quelque chose peut parfois se produire et se dérouler, mais par contre, aller prendre les photos et le dictaphone, je ne sais pas comment le dictaphone, ça je ne sais pas. Oui, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de secret. Oui, tout à fait. C'est la problématique. C'est pour ça que dans le programme, il y a la partie justice et puis il y a la partie problèmes sociaux. Alors, oui, mais quand les choses sont faites dans l'intérêt de l'enfant et que les choses sont censées être bien, elles sont censées être en transparence. Alors, attends, j'ai quelqu'un qui me dit, répondez à ma question, monsieur Lambert. Morgane, si tu veux, c'est toi qui as accès à la messagerie. Quelqu'un me dit, répondez à ma question, monsieur Lambert. C'était quoi sa question? Alors, j'en ai plusieurs questions. Oui, mais c'est quelqu'un a dit ça très clairement parce que, voilà, après, je sais qu'éventuellement, toi, tu referas un live sur la question dans 1 ou 2 semaines, c'est pas grave, hein, et puis tu diras tout ce que tu as à dire. Mais là, il est déjà 9h, 9h05, je voudrais faire les questions des gens avec Toumani qui est avec nous. Alors, on va en prendre rapidement. Quelle était cette question à laquelle je n'ai pas répondu qui m'a été posée? Ah oui, donc un commissariat de police, l'interrogatoire est pourtant filmé, tout à fait. Ben voilà, on revient sur ce qui est tout à l'heure. Si on est filmé lorsqu'on est convoqué, qu'on est en garde à vue, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas les audiences. Effectivement, il n'y a aucune contradiction par rapport à ça. Et aujourd'hui, avec les progrès technologiques, stocker l'information écrite, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne coûte pas cher, ça se fait très bien. Et pendant ce temps, les greffes pourraient s'occuper de ce qui est vraiment important. Oui, mais tu proposes quelque chose qui, une image vaut 1000 paroles. Et justement, ce que font l'ASE et les juges, c'est souvent noyer les familles sous des paroles. Mais si c'était filmé, là, mais si c'était filmé, les premiers qui devraient agir déontologiquement et en respectant les règles, puisqu'ils sont filmés, c'est les services de l'ASE. Et elles n'ont pas du tout envie de se retrouver dans cette position. Mais ça dépend qui, parce que regarde, toi, Toumani, tu bosses dans la ZE et tu as envie que ça se fasse. Donc il y a aussi beaucoup de gens. Non, moi je travaille pas là. Moi je travaille pas la ZE. Tu as travaillé. Écoute, il y a des gens dans la ZE. Non, j'ai travaillé avec eux, nuance. Je n'ai pas travaillé pour eux. D'accord, ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis intimement convaincu qu'il y a des gens dans la ZE qui ont vraiment envie que ça se passe mieux. Tu vois, oui, mais il y en a qui veulent ça. On ne se bat pas que contre des gens qui tiennent leur terrier ou leur espace. Non, mais le problème, il y a aussi des personnes de bonne volonté, absolument, et c'est pour ça qu'on essaie de passer au-dessus. Tu vois, le département ne nous écoute pas, l'Assemblée nous écoute un petit peu. Et ben, on se place sur une liste européenne parce que ce problème est existant aussi dans d'autres pays. Il y a un intérêt à pousser les gens qui vont là-bas à être sensibilisés à ce problème-là. Voilà. Mais les chefs de service ne vont pas envoyer le jour de l'audience chez le juge des enfants demander le prolongement de la mesure qu'ils ont décidée en comité restreint à ceux qu'ils savent qui vont être en désaccord et qui vont sans doute exprimer une opinion différente. Le problème, c'est les chefs de service. Moi aussi, il y a plein de choses que j'aime pas qui se passent dans ma vie, je me plains pas. Hein. Donc, oui, pareil, non mais qu'est-ce que tu veux? Oui, mais eux, ils prennent le risque de se retrouver au placard, hein, Stéphane. Eh ben, écoute, la vie est injuste et parfois il se passe des choses. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui meurent. Voilà, tu me demandais tout à l'heure comment les collègues pouvaient ressentir quand il y en a un parmi nous qui lance l'alerte.
bon, il est pris pour un idéaliste qui va s'avérer être un petit pot de terre qui va s'éclater contre le pont de fer. Vous êtes solides, les gars, respect. Hein, tu vois, moi, je m'occupe de ça depuis 6-8 ans, j'en ai déjà marre. Quand je vois des gens qui se font arracher leurs enfants, là, tous les jours, c'est beaucoup. Vous êtes en plein dedans tout le temps, pour vous en faire votre métier, votre vie. Franchement, respect, les gars. Voilà, Ben, pour pouvoir lutter contre ça, il faut en sortir. Si tu es à l'intérieur, c'est très compliqué. Lorsqu'on mène une campagne, on répond aux questions. Je suis assez déçu de oui, alors, alors, il faudrait pour ça que j'ai les questions et non pas les choses. Avoir les questions pour pouvoir y répondre. Voilà. Alors, je vais considérer question, bien entendu, celle où j'ai un point d'interrogation. Hein. Oui. Je ne vais pas faire d'ordre, mais c'est pas gênant, mais je vais essayer de toutes les passer. Dans les petites juridictions où il y a peu de juges ou un JAF qui a traité une affaire, peut-elle agir ensuite comme juge des enfants sur la même affaire pour placer l'enfant? Ou doit-elle être récusée? Non. Tu veux répondre, Toumani, ou je commence? Oui, je peux dire déjà. Vas-y. C'est bien simple. Quand même s'il y a une décision qui est prise, par exemple, par rapport à une famille par le juge aux affaires familiales, c'est le juge aux affaires familiales qui a la main sur l'ordonnance de placement. Tant qu'il n'y a pas, enfin, sur la décision qui est prise, tant qu'il n'y a pas un juge des enfants. À partir du moment où il y a un juge des enfants qui est saisi par les services de l'ASE, le JAF cède la main au JE. La seule autorité principale qui va décider de l'avenir de l'enfant et de la famille, c'est le juge des enfants. Le JAF ne peut même pas venir contrecarrer ou venir casser la décision d'un juge des enfants à partir du moment où il a pris la main dessus. La seule juridiction qui peut le faire, c'est la cour d'appel. Et les délais d'attente pour passer devant la cour d'appel, pour vouloir casser une décision qui vient d'être prise et que vous estimez pas juste, des fois, ça peut aller jusqu'à 1 année. C'est-à-dire que la mesure, elle, va s'écouler avant même que vous soyez reçu en cour d'appel pour casser cette décision. Ouais, et c'est entre 1 000 et 3 000 balles. Ouais. Voilà. Alors, là-dedans, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on se demande comment l'organisation JAF-JDE ne pourrait pas être un petit peu améliorée, parce que lorsque les deux commencent à ne pas être d'accord entre eux, sachant que très souvent, tu saisis l'un puis l'autre, et puis parfois, il y a des jugements JAF et JDE qui se suivent de quelques jours. Ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est la fête, c'est insupportable d'ailleurs. On devrait peut-être faire une petite refonte par rapport à ça. Mais la question qui est très intéressante dans ce que tu viens de dire, c'est le problème des petites juridictions. Les petites juridictions, et c'est pour cela aussi que moi je suis pour qu'on agrandisse les juridictions. Tu as des juridictions où tu as seulement une trentaine d'avocats. D'accord, tu as une trentaine d'avocats, tu as 3 experts, tu as 2 juges. Ils sont allés à l'école ensemble, ils se fréquentent, ils travaillent ensemble toute la semaine, toute l'année. Et ça ronronne, et ça prend des habitudes, et on n'est plus dans le système normal de la justice où, si tu veux, les choses doivent être vraiment impartiales. Il y a trop d'affect, trop d'humains, trop d'habitudes. Sachant qu'en plus, on ne peut pas, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, avoir d'avocats à l'aide juridictionnelle qui soient en dehors de la juridiction. Moi, je suis pour qu'on casse les petites juridictions, qu'on puisse faire plus facilement des dépaysements et qu'on fasse bouger ces gens, parce que autrement, personne... Quand tu es dans un endroit où tout le monde se connaît, comment veux-tu qu'un avocat remette en cause le système? Il se mettra jamais face en disant « Madame le juge ou Monsieur le juge, vous avez fait une bêtise, c'est pas bien. » Oui, parce que c'est la seule personne qui va durant toute l'année, puis s'il se le met à dos, sa carrière, elle est foutue, donc il ne le fera pas. Dans les petites juridictions, nous avons un très très gros problème de respect de la loi, je pense, très franchement. Je vais recentraliser une question parce qu'elle est au sens large. Elle est pour Toumani, puisqu'on l'a présentée aujourd'hui comme candidat. Ensuite, on va la cibler vraiment. Je suis aussi candidat, puis c'est l'émission. Oui, tout à fait. Morgane, donne-nous les questions. Il y a marqué Monsieur Toumani, donc je vais m'adresser à Monsieur Toumani. C'est moi qui anime là. Monsieur Toumani, vous êtes candidat. Morgane, tu dis ça 2 fois, ce n'est pas vrai. Morgane. Oui, mais Morgane, tu vas arrêter. Je suis désolé, c'est mon ennemi. Non, ça fait 2 fois, ça fait trop. Tu vois, je chante la photo 3 fois, la vidéo 3 fois, c'est moi qui. Non. Donc, s'il te plaît, donne des questions. Et puis on a beaucoup de questions, il faudrait répondre. Oui, tu donnes des Monsieur questions. Toumani, voilà. Oui, merci Stéphane. Monsieur Toumani, vous êtes candidat aux européennes, que proposez-vous? On vous rassure, on n'est pas des candidats opposants, hein, si jamais certains se posent la question. Je ne parlais pas de Monsieur Toumani. Monsieur Toumani, vous êtes candidat aux européennes, que proposez-vous? Moi, je propose tout simplement une réforme sérieuse de la prise en charge des familles qui sont en difficulté. Il faut que l'ASE soit déchargée de cette responsabilité et que l'État la récupère.
en créant un ministère. Mm. Un ministère, c'est-à-dire, on va revenir en arrière. C'est-à-dire que cette affaire est tellement pour moi grave et elle englobe tellement de dysfonctionnements qui sont liés au manque de compétences de l'ASE et aux difficultés que rencontre la justice. La justice, pour un juge des enfants, c'est peut-être 75 dossiers ou 80 dossiers qui s'entassent sur le bureau, sans compter tous ceux qui sont dans le couloir et qui n'ont pas encore été pris en charge. Donc, je pense que vu les difficultés qu'a l'ASE, qu'ont les départements, et qu'ont les petits tribunaux, eh bien, qu'il y ait la création d'un ministère qui s'occupe de gérer les familles, l'ancien ministère des Affaires sanitaires et sociales, par exemple. Ouais, c'est effectivement une idée. Alors, pour information, le programme que nous avons écrit par rapport à la liste est téléchargeable sur le site. Donc, quand on nous demande quelles sont nos propositions, Morgane, tu les connais parce que tu as participé à la relecture de ces programmes qui ont été rédigés notamment par... Suite, on a demandé en janvier, en février à tout le monde, tous les participants qui étaient déjà présents, d'aller mettre leurs idées sur un document qu'on a ensuite regroupé, que j'ai ensuite formalisé, organisé, que Gaël a réécrit de manière présentable et que tu as regardé aussi. Ces propositions sont donc sur le site web et on est en train de les évoquer depuis le début. Il n'y a pas de proposition miracle, hein. Il y a plusieurs thèmes, il y a la justice familiale, il y a la protection de l'enfance, il y a la numérisation, il y a la modernisation, il y a la formation d'intervenants. Et on est en train d'en parler tout à l'heure. Voilà. Compléter ce que tu disais, Toumani, on l'a évoqué, ça permet de compléter, parce que c'est aussi l'attente. C'est que, oui, dans ce que tu dis, c'est de rajouter aussi, tu l'as évoqué, mais de bien préciser le contrôle, bien sûr qu'il y a un contrôle qui est à faire par rapport aux différents intervenants, par rapport aux différents services, hein, puisqu'aujourd'hui, voilà, même si on a identifié certaines choses, quand un contrôle est mis en place, je pense que ça permet aussi qu'il y ait une vigilance. Il y a un rééquilibrage au niveau des budgets qui est très important, qui soit plus axé sur l'accompagnement que sur des positions dramatiques vis-à-vis des enfants, et qu'ils puissent aussi avoir une possibilité de pouvoir répondre sur les préjudices qui sont causés aux familles, que ce soit aux enfants ou que ce soit aux parents, et cette possibilité aussi aux parents et aux enfants de pouvoir agir en fonction des situations par rapport à la protection de l'enfance. Ben, moi, je suis tout à fait, je pense en ce sens. Donc là, la première chose, c'est qu'il y a un besoin d'urgence. Là, on ne peut pas le cacher. En l'état actuel des choses, ce n'est pas demain la veille qu'il va y avoir une réforme de l'aide sociale à l'enfance. Donc la première chose qui s'impose en urgence, c'est une institution ou la création d'un contrôle, que ces structures, afin que l'ASE sache que désormais, elle va être sous le contrôle, elle aussi, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dépense. Voilà, parce qu'il y a aussi une chose qui se passe à l'ASE, c'est que l'ASE, elle a un budget de fonctionnement qui est prévu à l'année, et à peine arrivée au 4e ou au 5e mois d'exercice, très souvent, elle demande une rallonge budgétaire au conseil départemental parce qu'elle a eu, par exemple, l'afflux d'une trentaine ou d'une quarantaine de MNA, de mineurs non accompagnés, avec obligation de la création d'un centre d'accueil pour jeunes migrants étrangers. Donc, il y a des demandes de rallonge. Voilà. Mais ça, l'ASE, elle a qui au-dessus d'elle pour lui dire, moi, est-ce que c'est justifié? Comment ça se fait? Quels sont les projets qui sont proposés pour ça? Personne ne sait. Et c'est l'ASE qui demande, et il suffit que l'ASE demande pour que ce soit fait. Les rallonges budgétaires, elles sont demandées, elles sont octroyées. Donc, moi, ça, c'est dans l'immédiat, c'est une autorité de contrôle qui ramène tout le monde, comme le règlement dans un collège ou dans un établissement ou dans une entreprise. Moi, mon père, de son vivant, il me disait, Toumani, si tu connais un seul endroit, même en dehors de la maison, où il n'y a pas de règles à respecter, cite-le-moi. Bon, ben l'ASE, elle devrait le savoir. Elle a, elle aussi, des règles à respecter. Et si elle ne respecte pas les règles et que des gens s'en plaignent et qu'il y a litige, eh bien, il existe une institution ou une délégation ou des gens qui sont mandatés ou un service qui est mandaté pour aller vérifier et contrôler que les choses se passent comme c'est écrit dans l'ordonnance. Si elles se passent comme c'est écrit, il n'y a pas de souci, on continue à financer. Mais si ça ne se passe pas comme ça doit se passer et qu'en plus ça dysfonctionne, déjà on arrête le financement, on arrête la prise en charge et on essaye de trouver des solutions aux problèmes. Mais on ne peut pas continuer à payer comme ça toute l'année pour des enfants qui ont été raflés. Vous dites enlever. Moi, je vous dis que les conditions dans lesquelles ça se passe quand on prend des enfants et qui se retrouvent en foyer, c'est la même chose qu'ont dû vivre des gens qui se sont retrouvés avec la rafle de leurs enfants. Ah, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai parlé à un éducateur qui s'est occupé justement d'aller chercher les enfants dans les familles.
Il a démissionné parce que c'était une violence. Il m'a dit, en plus, s'il m'arrivait d'aller chercher des enfants, je savais que j'étais dans un endroit où ils étaient moins bien là où ils allaient que de là où ils partaient. Il n'a pas supporté la démission. Mais c'est ça le pire, c'est que tu vas rafler ces enfants et tu vas les mettre dans une structure où ils vont subir tout ce qu'ils n'auraient jamais subi dans leur famille. Et moi, j'ai eu une juge des enfants qui s'était très énervée avec moi parce qu'on était en train de faire le bilan sur la situation d'un gamin qui était en institution depuis 10 ans et qui n'avait pas progressé, et il avait subi tellement de sévices, tellement de violences physiques et psychologiques que j'en suis venu à mettre dans mon rapport que cet enfant, je me pose la question s'il n'aurait pas été mieux pour lui qu'il reste dans sa famille plutôt que d'être placé. Alors là, bon. elle est montée au plafond. 21h38, on a beaucoup, on a 1h40 là. On va prendre deux petites dernières questions parce qu'après ça deviendra impossible à regarder et autres. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois des questions avec un point d'interrogation. Est-ce que Bercy ne pourrait pas aller mettre son nez dans les comptes de l'ASE? Si, d'ailleurs, c'est marqué dans le programme, tu vois, parce qu'on n'est pas en train d'improviser au fur et à mesure. Messieurs, là, nous avons 10 pages de programme que nous défendons et sur lesquelles nous nous appuyons. Et nous avons dans la partie pour la protection de l'enfance, du contrôle, nous demandons des contrôles, nous demandons effectivement de la transparence aussi sur l'utilisation des fonds, et nous voulons qu'il y ait un organisme central et national qui soit mis en place, qu'il n'y ait pas des aides de l'aide sociale à l'enfance, mais qu'il y ait un organisme central avec de la transparence sur l'utilisation effectivement du budget. Et puis par rapport à la question juste avant, est-ce que l'IGAS ne pourrait pas être une autorité sur l'ASE? En théorie, elle y est, mais le problème de l'IGAS, c'est qu'un particulier comme vous et moi aura beaucoup de difficultés à la saisir. Et ce que nous voudrions, c'est que l'IGAS ou un autre organisme, effectivement, soit saisissable et que les personnes qui... parce que tu dis, Toumani, que les listes noires, c'est pas bien, mais en fait, tu sais, les listes noires, elles pourraient être faites comme il faut, c'est-à-dire que les gens qui se comportent mal, c'est parce qu'ils font des dossiers bâclés, mensongers, ou alors parce que ce sont des pervers et qu'ils abusent des enfants, devraient être interdits des professions où on s'occupe des familles. Voilà. Peut-être que la vraie liste noire à faire, ce serait celle-là. Oui, pas celle qui dénonce ce qui ne marche pas, mais vraiment ceux qui ne sont pas faits pour le métier, tu vois. Le paradoxe, il est là. C'est que les gens qui dysfonctionnent et qui ne font pas leur boulot et qui ne respectent pas la déontologie de notre secteur, eux, ils travaillent, ils sont en CDI, ils sont même fonctionnaires. Le problème, c'est que se retrouvent sur la liste noire quelques travailleurs sociaux qui sont des lanceurs d'alerte. Donc moi, si j'étais un préfet, et qu'on me demandait, bon, monsieur le préfet, il faut là, dans l'urgence, créer une sorte de... Il vous faut avoir 4 ou 5 personnes qui soient en capacité d'aller dans le département vérifier ceci, cela. Je demanderais qu'on me file la liste noire des lanceurs d'alerte. Parce que je sais que c'est des professionnels, que c'est des gens qui se retrouvent sur cette liste parce qu'ils vont au bout de leur déontologie, parce qu'ils affrontent ce que les autres n'affrontent pas par peur. Bien sûr, bien sûr. Et puis la liste qu'on pourrait faire, ce sont les délinquants sexuels, effectivement, parce que malheureusement, les métiers de l'enfance attirent aussi certaines perversions. Et puis les administratifs, assistantes sociales et autres, qui se sont retrouvés en flagrant délit de faux en écriture publique. Eh bien, il ne faut pas qu'elles puissent continuer à travailler. Voilà. Bon, on pourrait faire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a d'autres lives qui vont venir. Peut-être une dernière question. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est des choses qu'on porte et ça permettra d'y répondre. Que penses-tu de l'idée de mettre en place une commission d'enquête pour libérer la parole des victimes donc de l'ASE devenue adulte, un peu comme un modèle de la Civis? Ça tombe bien parce que cette semaine a eu lieu justement une demande. Là, c'est venu de la part du député de ma circonscription, qui est monsieur Frédéric Cabrolier. Ils ont été à l'initiative d'une demande justement et d'une enquête parlementaire. Et cette semaine a été reçue madame, c'est la ministre la ministre déléguée de l'enfance et de la famille. Elle est jeune, là je connais pas son nom personnellement. Et elle a été interpellée directement justement par ce député qui demandait justement, enfin moi ce qui m'a quand même surpris, c'était le malaise de la ministre lorsqu'elle a entendu quand même ce député parlait justement de la nécessité de contrôle.
Comment peut-on contrôler ce qui se passe dans les départements, Madame la Ministre? Parce que moi, ce qui m'est remonté, c'était ces mots à lui, que ce qui lui était remonté, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements graves, mais que les victimes de ces dysfonctionnements graves, que ce soit les enfants en institution, parce qu'ils étaient victimes de violences sexuelles ou de maltraitance, s'ajoutait aussi la violence institutionnelle imposée aux familles qui voulaient et qui essayaient de sortir leurs enfants de là. Donc, il a demandé, et juste le fait d'en parler, fallait voir la tête de la ministre, c'était tout un poème. Bon, elle, ce que je peux lui mettre au crédit, c'est qu'elle m'avait l'air vraiment sidérée d'entendre que des enfants qui étaient... Parce qu'elle disait bien à un moment donné, non, mais là, on ne parle pas d'enfants qui sont dans leur famille. Non, non, le député lui dit, non, on parle d'enfants qui ont été enlevés à leur famille, justement pour des prétextes de mise en danger, et qui se retrouvent dans les structures où ils sont placés, victimes de violences. Donc, au début, elle était un peu incrédule. Mais elle-même, elle a répondu que cette idée de créer une autorité de contrôle extérieure à celle de l'ASE pour intervenir en cas de litige grave et de soupçon de violence, elle n'était pas contre et qu'elle trouvait que ça allait dans le bon sens. Parce qu'elle, ce qu'elle a mis en avant, c'est qu'elle voulait trouver des solutions aux problèmes, pas que d'entendre les problèmes. Voilà. Donc, il y a déjà une commission parlementaire qui a été mise en place à cet effet. Ce que ça va provoquer, ce que ça va donner, moi personnellement, mais c'est que mon avis personnel. Moi, les politiciens, j'ai appris à ne pas les croire. Parce que souvent, leurs paroles ne sont pas suivies d'effets ni d'actes. Voilà. Bon. Messieurs, dames, bon, c'était un petit peu décousu, tout ça, là, mais on a quand même dit beaucoup de choses. Je pense que nous reparlerons du sujet. Nous avons encore un live la semaine prochaine, un live radio, ce sera le dernier parce qu'après le 15 avril, les règles changent un petit peu. La semaine prochaine, nous serons avec Nicolas Vinto. Nous parlerons de l'unicité de la locataire. Le fait aussi que nous, on demande à ce que, par rapport aux impôts, à la CAF, les allocations, les déclarations soient au prorata du temps de résidence de l'enfant dans la famille. Il y a un gros chantier de modernisation de la sécurité sociale qui rentre aussi dans notre projet, nous, de modernisation de l'institution. On verra ça la semaine prochaine. Je crois que Nicolas, vous connaissez beaucoup, vous connaissez bien avec Toumani. Oui, non, mais on se connaît. Bah oui. À l'époque, vous avez fait plein de choses ensemble. On a fait pas mal de choses ensemble. Oui, à Castres, devant le tribunal de Castres, on a tenu un stand justement d'information pour dénoncer. Mais là, à cette époque-là, vous avez fait mai 2018 avec nous, vous avez fait janvier, le 16 janvier 2019 aussi avec nous. Mais là, c'était un appel auprès de la magistrature et de l'ASE, des services de l'ASE, pour un respect de la loi sur la résidence alternée. Parce qu'on mettait en avant que, hors situation familiale où le père dysfonctionnait ou la mère dysfonctionnait, on ne comprenait pas que la loi sur la résidence alternée ne soit pas appliquée, puisque c'est le principe de l'intérêt principal de l'enfant, et que cette loi dit que l'intérêt principal de l'enfant, c'est quand il y a un divorce et un conflit parental, c'est de vivre avec ses deux parents. Semaine A chez la mère, semaine B chez le père. Voilà. Donc, on s'est connus là il y a quelques années. On était effectivement partisans de ça. Très bien. Oui. Ben, je pense que vous retrouverez, vous, Morgane, parce qu'elle va faire encore quelques lives, là, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc, il n'y a pas de souci. En tant que candidate, elle aura son espace pour s'exprimer. Ce sera le sien. Toi, Toumani, je pense peut-être que on verra si jamais les gens en ont envie, mais de toute façon, tu es joignable. Donc, il est aussi possible de te joindre. Je suis joignable sur Facebook. Voilà. Vous allez sur ma page personnelle, vous tapez mon nom, Nimaga Toumani. Exactement. Tout à fait. Soit vous m'envoyez un message Messenger, soit vous m'envoyez une sollicitation, ça c'est vous qui voyez. Et je réponds toujours aux questions qu'on me pose. Tu as ta page sur le site défendre-des-enfants.fr. Dessus, on voit qui tu es. Tu passes à trouver sur Internet et puis tu réponds aux gens. Voilà. Et pour répondre à tous ces gens qui sont... alors, je vois là que, il y a dans le chat et tout, effectivement, ça a été intéressant ce soir. On n'a pas déroulé les concepts généraux et les programmes dans l'ordre, comme j'aurais aimé pouvoir mais c'est pas grave, ils ont quand même été bien présents. Vous allez sur le site, vous cliquez sur programme, il est là, il a été écrit, il ne change pas chaque semaine, il n'y a pas des nouveautés qui se rajoutent chaque semaine, il est relativement stable et vous verrez effectivement ce que l'on propose.
Et même si on a assez peu d'illusions, nous, ce que nous voudrions, c'est que ces débats et ces thèmes rentrent dans la campagne électorale. Pour cela, aidez-nous. Allez voir les documents numériques qu'il y a sur le site, que ce soit le dossier presse, la brochure, les affiches, faites-les passer aux principaux blogueurs, diffuseurs, influenceurs qui sont autour de vous. Dites-leur soit de parler de nous, soit de venir nous en parler. Allez voir les autres listes, relancez-les sur ces sujets. Afin qu'ils puissent être abordés, parce que c'est quand même relativement grave, c'est suffisamment grave pour qu'on en parle tous, quelles que soient nos différences et nos divergences. Je veux dire, que vous soyez croyant, pas croyant, que vous soyez à droite, à gauche, en haut, en bas, que vous soyez musulman, catho, franc-maçon, pas franc-maçon, on s'en fout. Ce sont quand même nos enfants de manière générale, ce sont quand même notre position de parents avec nos enfants de manière générale. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça, tant pis pour eux. Mais en tout cas, c'est important, c'est une union sacrée, on y va tous. Voilà. Toumani, merci d'être venu. De rien, avec plaisir. Ok, avec plaisir. Morgane, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.